This is TNA, the new face of professional wrestling. TEW9, TNA 2004, épisode numéro 3. J'ai l'impression d'avoir fait passe-partout. Ouais, 3. On est parti pour cet épisode. Déjà, avant de commencer, merci à tous, encore une fois, pour les retours très nombreux sur l'épisode numéro 2, qui, au moment où j'enregistre ce début de vidéo, est à près de 10 000 vues une fois de plus. Alors, vraiment, l'engouement est resté, merci énormément, et je pense qu'on va continuer de faire avancer cette TNA, je l'espère en tout cas, dans le meilleur des sens. On va essayer de réussir notre belle aventure. Maintenant, on va pas se mentir, tout n'est pas parfait. On n'est pas dans un long fleuve tranquille. Voilà. On a un Jeff Jarrett qui est notre point d'ombre. Ça a été le gros point de débat d'ailleurs, ce fameux Jeff Jarrett, sur vos commentaires. Est-ce qu'on doit le garder? Est-ce qu'on doit forcer son départ? Vous êtes quand même je vais pas dire une minorité, mais il y a quand même, voilà, un noyau de commentateurs, de viewers, qui me conseillent de le garder, car c'est le seul franchise player de la compagnie. J'ai le problème suivant avec Jeff Jarrett, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Il a un contrôle créatif dans la compagnie, c'est notre seul franchise player, c'est notre plus grosse star. Il refuse, et j'ai fait les tests avec tout le monde, il refuse de perdre son titre qu'on lui a donné, Day One. Il refuse de perdre son titre contre n'importe quel catcheur établi actuel de notre roster. C'est un peu pénible, et comment je le sais? Parce qu'on peut désormais, dans TEW, poser la question aux workers. On peut leur demander, est-ce que tu serais prêt à aller sur le cul face à tel mec, tel gars, etc. Alors j'ai fait tout le roster, j'ai passé tout le monde en revue, j'ai même mis Dixie Carter. Il refuse. Voilà, c'est net, catégorique. Il est pas content, ce bon vieux Jeff Jarrett. Enfin, il veut pas. Et en plus de ça, bah oui, il fait la gueule parce qu'on lui a retiré certaines de ses positions, dont notamment le rôle de Head of Relation Talent. Et d'ailleurs, tout ça, j'avais fait des modifications, j'avais réussi à faire évoluer un petit peu les rôles des uns et des autres. Au niveau de l'équipe créative, en revanche, hop, elle est ici, ma booking team. Vous êtes aussi beaucoup à me dire, il faut essayer de retirer des gens, peut-être essayer de composer avec moins de personnes au sein de ce fameux cercle de bookers, puisqu'on est présentement 6 à prendre les décisions. Retirer Jarrett, je ne peux pas. Voilà, il refuse tout simplement d'être retiré de l'équipe créative. Dixie Carter, j'ai également un problème étant donné que c'est la taulière. Je ne peux pas la retirer. Je sais que je pourrais retirer Vince Russo, qui est celui qui, je pense, m'apporte les moins bonnes notes entre Dutch Mantel et Conan, les deux qui me restent. Pour l'instant, je vais essayer de continuer de fonctionner avec cette booking team. Et on est parti, pour cet épisode numéro 3, on est parti pour se booker l'événement suivant, à savoir, bien oui, puisqu'on est au mois de juin, c'est Slammiversary. On va fêter les 2 années d'anniversaire de TNA. Et ben c'est parti. Slammiversary, à la fin du mois, ça sera le samedi 26 juin, il y aura, je suppose, environ 4 épisodes. Voilà, de weekly à se booker, 4 épisodes de TNA Impact. Et pour reprendre tout de suite un peu mes petites notes, voilà que je fais réapparaître, je planifie de booker dans le main, comment on dit, dans le main event. Je planifie de faire Jeff Jarrett contre Jeff Hardy. Ça va être le nouveau programme qu'on va démarrer dès lors que Jeff Hardy aura droppé son programme contre Steve Corino, un programme qui va remporter. Voilà, il y a un petit programme qui est toujours en cours. Jeff Hardy était malheureusement blessé lors de notre dernier pay-per-view. J'ai appointé, parce que ça, vous avez été nombreux à me le demander, j'ai appointé Jerry Lynn en tant que entraîneur. Voilà, j'ai pas appointé de catcheuse en tant qu'entraîneuse parce que j'ai pas de catcheuse pour l'instant dans mon roster. Le système actuel, le produit actuel de TNA ne nous le permet pas. Produit que je pourrais par la suite faire évoluer. On va déjà essayer de se stabiliser avec voilà, le roster d'une 40aine de personnes qu'on a pour l'instant. Jerry Lynn, donc ça va être le men's trainer. Vous m'avez dit que ça peut améliorer certaines compétences de quelques catcheurs au sein de la compagnie. Alors si ça peut aider des Hiroki Goto, des Ryusuke Taguchi, c'est les Young Lions qui sont près du côté de New Japan, pourquoi pas. Et aussi, j'ai des fins de contrat qui approchent, dont celle de Sabu et de D'Lo Brown. On est dans les 30 derniers jours. J'ai proposé à ces deux catcheurs de rester dans la compagnie, mais pas avec des deals en contrat signé.
L'idée, c'est de faire quelques petites économies. Pour l'instant, ils étaient tous les deux en contrat Brighton, mais pas exclusif. Et il y a quand même un gap de salaire un peu fou si je viens les rattraper et les mettre en handshake. Donc je vais pas les signer pour le moment, ça va pas déséquilibrer mon roster pour les house shows. Apparemment, j'ai toujours assez de monde dans ma compagnie en contrat exclusif pour pouvoir organiser des house shows chaque semaine, histoire de se rentrer un petit peu plus d'argent. On va bien évidemment penser à sélectionner les diffuseurs en pay-per-view, pas de souci. Et vous avez été nombreux à me dire, alors c'est pas surveiller, hein, c'est surveiller, Sturi, c'est pas écrire, à surveiller les perceptions. Et ça, c'est un point voilà, plutôt intéressant, je trouve, qu'il faut prendre en compte quand tu es un joueur de TEW16. Il n'y a plus, tu vois, la notion de jobber, lower mid-carder, upper mid-carder, etc. Tout fonctionne plus avec à la fois le momentum et aussi la popularité des uns et des autres. Et je vais tout de suite faire ma petite bascule, voilà, hop, clac, bim, pour que vous voyez ça en plus grand. Au niveau des perceptions, si je vais par exemple dans mon roster, que je prends AJ Styles, il est considéré comme une star par les fans. Si je prends Alex Keeper, il est considéré comme pas très important par les fans. Et ça, vous m'avez dit, il y a des catcheurs, vaut mieux les avoir, notamment vers le haut de la carte. Il faut éviter d'avoir ces catcheurs important, et c'est souvent eux qui donnent un petit malus au show sur leur surutilisation. Genre faire un match de 15 minutes avec Alex Keeper, en réalité, c'est un peu compliqué parce qu'il n'est pas considéré comme important pour les fans. Jeff Hardy, il est bien connu des fans, pas de souci là-dessus. Jerry Lynn, il est reconnaissable par les fans, donc pas de souci là-dessus. Johnny Swinger, une important. Déjà, on l'utilise pas beaucoup. Et Masato Tanaka, que j'utilise quand même pas mal parce que les performances de Masato Tanaka, tu vois, elles sont loin d'être déconnantes. Même si, bon, il est en contrat de prêt hein, vis-à-vis de Zero One, tout ça, il a quelques occupations au Japon. C'est le genre de profil de catcheur que j'aimerais faire un petit peu évoluer. J'aimerais bien lui faire gagner un peu plus de popularité parce que derrière, dans le ring, eh ben, ça assure Masato Tanaka. Quand j'étais un petit peu regardé un petit peu les stats de ses précédents combats, j'ai quand même des bonnes perfs, globalement, avec lui. Au niveau des titres, bah vous les voyez, hein, ils sont apparus juste à côté de moi quand j'ai fait la petite bascule. Les champions, voilà, vous les connaissez. On va continuer de faire avancer tout ça. Alors attendez, je les récupère où? Titles, ils sont là. Champion par équipe, CM Punk, Perry Saturn, que je vais probablement envoyer en programme avec les American Most Wanted. Le champion de TNA World, c'est Jeff Jarrett. Et on va lancer bientôt le programme contre AJ Styles. Le champion X Division, c'est Christopher Daniels. Et Christopher Daniels, on va essayer de clôturer, je pense, ce programme avec Jerry Lynn pour pouvoir les envoyer, lui et Jerry, vu qu'ils sont particulièrement bons tous les deux, vers d'autres programmes, peut-être pour aider d'autres catcheurs à s'établir. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Il y a des choses voilà, que je ne vais pas vous dire. Il y a des propositions de contrats que j'ai faites. Il y a quelques catcheurs que j'aimerais recruter, dont notamment une nouvelle top star. Parce qu'on nous a dit à la fin de notre précédent pay-per-view qu'on manque un peu de star power pour pouvoir déployer vraiment tout notre potentiel. En termes d'économie, on a 1 379 000. Pour l'instant, je ne vais pas faire de gros investissements. Je ne vais pas trop être triste si on perd de l'argent. Moi, le mois dernier, en fait, sans avoir fait de grosses dépenses superflues, on a perdu que 29 000 $. On a de la marge. On a de la marge. Tu vois, même si là, on fait des shows où on perd 100 000 $, je vais pas m'inquiéter outre mesure pour le moment. Tant qu'on a voilà, cette espèce de plafond d'avance avec ce $1 million, on n'est pas dans le caca. Je ne pense pas. Attention, je suis pas non plus, tu vois, super bien perçu par Dixie Carter. Pour l'instant, elle voit ma performance comme moyenne. C'est pas non plus, tu vois, le truc le plus excitant qui soit. Les storylines de ce fait, je vais les faire avancer par la suite. Je vais en créer des nouvelles, pas de problème là-dessus. Petit point sur la size avant de se lancer. Les Grands Lacs, 40, Mid-Atlantique, 40, Mid-South, on est monté à 41. Tu vois, ça progresse. Hein. Je regarde un petit peu le track progress. On a gagné, tu vois, 2 points à peu près, hein, tu vois, dans certaines des régions les plus, voilà, les plus à développer depuis le début de la partie. Donc ça prend quand même une direction qui est pas des plus déconnantes, même si c'est vrai. Hein. Ça, vous me l'avez fait remarquer également dans les commentaires. On a débuté avec un très bon rating à 0.24. On est descendu sur du 0.17, 0.18. J'aimerais bien qu'on puisse recoller sur notre 0.20. Donc ça aussi, hein, bien évidemment, avoir les stars adéquates, ça va nous aider. Je prépare également, ça vous a peut-être pas échappé, un faceturn pour Bryan Danielson. Alors, le faceturn pour Bryan Danielson, il n'est pas forcément bien vu pour l'instant, parce que il considère que son précédent turn est arrivé très récemment, puisqu'on l'a en fait tourné heel au moment où il arrive dans la compagnie, donc c'est-à-dire il y a moins de 2 mois.
Maintenant, je suis confronté quand même à un problème au niveau de mon roster. Ça manque de babyface. Et vu la qualité de ring que peut proposer Bryan Danielson, allez, je pense que c'est pas le tuer si on vient à lui changer de gimmick et si on parvient à le tourner babyface. Même si ça va être considéré comme un échec, c'est pas grave en soi, étant donné que Bryan Danielson n'est pas une star importante de la compagnie. Lui aussi, hein, tu vois, il est considéré comme important. Et il a fallu que je fasse un petit peu ce choix, ce sacrifice. Je vais amener Bryan Danielson probablement pour le conduire à un programme qui le liera de près ou de loin à celui qu'on va vraiment essayer de bien établir pour les mois à venir, je pense, à savoir Samoa Joe. Qui va peut-être dans l'esprit, tu vois, de TNA occuper une place que peut-être n'arrive pas à assumer totalement un certain Monty Brown qui est très très charismatique mais qui n'apporte pas les meilleures des performances in-ring. Au niveau des nouvelles, on a eu le dernier épisode de Monday Night Raw. Voilà, si vous êtes toujours curieux, sachez que on refait le match. Évolution, Triple H et Randy Orton ont battu Shawn Michaels et Chris Jericho, ça fait un 98. Vraiment, l'IA sur TEW. Mais ça, c'est historique, hein. Ça a toujours été. Hein. Non, mais c'est pété, quoi. C'est la 5e, 6e, 7e fois qu'ils font ce match. Ça fait des excellentes notes, hein. Les gens ne s'en lassent pas. C'est peut-être un best of 7, on ne sait pas. Très bien. Eh bien, écoutez, j'avance. Je m'arrête, si évidemment, avant le booking de ce vendredi, c'est le vendredi notre émission. S'il y a quelque chose d'important, je vous préviens. Je vais faire avancer vers le prochain show. Et on se retrouve dans un tout petit instant, épisode numéro 3. Lâchez un max de pouces bleus. Voilà, je le dis maintenant. Je le dis tout de suite. Alors regardez, petit aparté. Petit aparté qui est pas banal pour le coup. On avait hésité. On s'était dit, why not Kevin Nash chez TNA? Eh bien, c'est mort. Kevin Nash vient de rejoindre la WWE. Agreement. Apparemment, contrat exclusif signé pour Kevin Nash. Bon, qui aurait coûté une blinde hein, à la compagnie, 4600 pour le faire apparaître sur les shows, contrat signé 86 000 $. Et je sais pas pour quel prix il a signé avec WWF. Bon, c'était pas le nom, parce qu'il y a un nom évidemment à qui j'ai proposé un contrat, un catcheur très populaire. Bon là, la popularité, évidemment, on est dans des 75, tout ça, c'était très très huge. Vous m'aviez dit que Kevin Nash, ça aurait pas été un mauvais choix pour, allez, peut-être essayer de taper le truc de Jarrett. Jarrett, peut-être qu'il acceptera de perdre contre un mec plus populaire que lui, hein, c'est possible. Bon, maintenant, voilà, Kevin Nash, il a 44 ans. Ok, plus-value, charisme, microphone, acting, etc., star quality, et notamment l'immense popularité, ça aurait beaucoup aidé. Maintenant, peut-être un peu gouffre financier, et surtout, hyper limité dans le ring. Voilà, même si la brawl est à 60. La brawl est à 60, tu peux quand même tenir des trucs. Hein. La stamina, elle est à 59, t'es pas obligé de lui faire des matchs de beaucoup plus de 10 minutes. Mais quand même, bon, j'étais pas particulièrement emballé à l'idée d'aller avec Kevin Nash, même si c'est pas quelqu'un de, on va dire, chiant à avoir backstage. Il a pas non plus des attributs trop délirants. Donc bon, allez, tant pis, Kevin Nash, il retourne à la WWE. On va se démerder sans ça. C'était toujours une option. Au cas où, on aurait peut-être pu l'envisager. Oh là, j'ai les signatures de contrat. Est-ce que je vous les montre? Est-ce que je vous les montre pas? Est-ce que je me les garde pour l'épisode? Bon, de toute façon, il va y avoir un team meeting. Hein. Il va y avoir une petite réunion créative. Allez, petite ellipse. Je signe mes contrats. Mais je vous dis rien. Et bien justement, on est dans la phase de pré-show pour ce premier épisode de Dynamite du vendredi 4 juin 2004. Et j'ai déjà, tu vois, le premier rapport de Jerry Lynn en tant que Head Men's Trainer, voilà, l'entraîneur en chef. Il a travaillé sur les basiques et la safety, donc comment dire, il prend soin de ses adversaires, ils vont pas les blesser. Avec 10 students, à savoir James Storm, Michael Shane, Sonny Siaki, Dallas, Monty Brown, P.T. Williams, Samoa Joe, Hiroki Goto, Ryosuke Taguchi et olé, voilà, comme ça vous fera le spoil. El Generico. Ouais, vous avez été nombreux à me dire, alors El Generico, ça se tape ou pas? Ben écoute, il a pas des stats trop déconnantes pour un Young Lion. Bah, c'est un Young Lion en quelque sorte, tu vois, pour vraiment un jeune loup, un jeune Generico. Ça coûte pas cher. Je me suis dit, ok, un petit enhancement talent là pour paumer des matchs dans le pré-show, on peut faire des petits tests et peut-être il progressera, peut-être on verra bien. Et puis voilà, vous connaissez El Generico. Voilà, je pense que vous le connaissez, c'était un catcheur important des années 2000, début 2010, il est encore dans le circuit indépendant. Il a malheureusement arrêté sa carrière de Generico pour partir s'occuper d'enfants dans un orphelinat au Mexique. Catcheur un peu légendaire quelque part. En tant que moral officer, Christopher Daniels a proposé à Tracy de faire du team building,
mais ça l'a juste ennuyé. Ah, bon, tant pis. Tracy, pourtant, qui est une people person, est pour l'instant irritée. Voilà, ça, c'est à cause de Jeff Jarrett. Christopher Daniels, ça va. Jerry Lynn a fait un tournoi de poker, bravo à lui, les gens sont contents. Kid Cash, oh là, ne s'est pas pointé à un meeting avec un road agent, et Dutch Mantel lui a envoyé un petit avertissement. Bah alors Kid Cash, pourtant, même s'il a une personnalité un petit peu trouble, pour l'instant ça va, c'était resté assez calme avec Kid Cash. Bon, aucun résultat sur le comportement de Kid Cash après la petite engueulade. Fin, oh ça va, c'est un locker room incident qui est un petit peu plus paisible que ceux qu'on a déjà connus. Je vais pas en rajouter. On va pas en rajouter pour l'instant, on verra un petit peu comment les choses se passent. Je vais un petit peu leur foutre la paix par moment. Ah, bien leur foutre la paix. J'ai des gens absents, j'ai des catcheurs absents. Sabu, toujours blessé. Et Sonjay Dutt, toujours blessé. Pour Sonjay Dutt, il sera blessé pendant très longtemps. Sabu, il va falloir encore patienter un petit peu pour terminer le programme avec Raven. Ça me va, on est parti. Booking de ce show Impact du vendredi 4 juin. Et à tout de suite. Allez, j'ai pas perdu de temps. Hein. Premier match, déjà El Generico. Voilà. Mais dans le pré-show, évidemment, on fait des tests. Il est là pour jobber en plus. Il est là pour jobber pour Michael Shane. Voilà, parce que Michael Shane, il fait pas des mauvaises perfs. Enfin, il fait du 47. Bon, Generico, évidemment, il est tout jeune, il est tout frais, il fait du 26. J'irai vous montrer ses stats un petit peu plus tard. Il a débuté sa gimmick de luchador masqué. C'est adéquat. C'est gimmick adéquate. Mais il est office game, déjà. Bon, bah alors. Et bah, ça me fait 1,42. Voilà, c'est un match du pré-show. C'est du momentum pour Michael Shane. Très bien, très bien. Derrière, Joey Legend contre BG James. J'avais pas donné de consigne pour qui va gagner le match. Bah, BG James a remporté la victoire. Il fait un 46 quand Joey fait un 45. Alors, BG James, le Road Dog, bon, qui est vraiment le moins bon des trois membres du Tree of Crew. Il est plus prioritaire, je dirais, pour des matchs en... Enfin, comment dire, pour des angles au micro, plutôt que pour combattre. Ça me confirme un peu ça, même si c'est un peu supérieur à Joey Legend, mais bon, ça compense par sa popularité. C'est pour ça que je vais donner un match tout à l'heure à Ron Killings et Conan, plutôt en équipe, plutôt que BG James, que je vais peut-être mettre un peu plus en retrait, qui va plus être important dans le Tree of Crew, je pense, au micro, désormais. C'est bien, ça fait 49, de toute façon c'est dans le pré-show. Pas pire, pas mieux. Hein, voilà. Faible match du pour pré-show match, c'est ce qui marque. Derrière, en revanche, dans un pré-show qui a du descend catch, mais un tout petit peu de 8, Bryan Danielson va remporter un 4-way match contre Milano Collection IT, Simon Diamond et Mr. Aguila. Il a fait des petits trucs voilà, pour teaser son face turn. Il a serré des mains, je peut-être à la fin. Mais voilà, comme je m'en doutais, ça fonctionne pas très bien avec la foule puisqu'ils se souviennent de son turn récent. C'est pour ça qu'il va falloir que je le travaille, celui-là. Ça va peut-être pas être le meilleur des points, mais j'en ai besoin. Et Danielson fait un 60. Hein. Le match fait un 61. Hein. Le four est bon. Milano Collection 80 53, Simon Diamond 56, Aguila 59. Ah, c'est pas si mal. Allez, on démarre ce show Impact qui suit de ce fait notre dernière sortie en pay-per-view. Eh bien, écoutez, une fois n'est pas coutume, on va démarrer ce TNA Impact avec directement du catch. Pas de turn pour le moment, on fait pas encore le turn. On commence avec du catch et c'est la X-Division Team de Amazing Red, Jerry Lynn et de Chris Sabin contre le nouveau champion X-Division Christopher Daniels qui fait équipe avec Elix Keeper et Loki, les Triple X. Dans un match qui a du descend catch, pas beaucoup de 8 cependant. Plus de 8. Bah, la X-Division va remporter le match après une victoire de Jerry Lynn sur Elix Keeper après le Cradle Pal Driver. Ok, il y a eu plein de high spots parce que j'avais mis le match en high spot. Sabine fait 42, Jerry Lynn 51. Hein. Amazing Red fait un bon 57, Loki un 48, Elix Keeper 56 et Christopher Daniels fait un excellent 63. La storyline avance. Ça donne une victoire à Jerry Lynn qui rebâtit le momentum et c'était un petit peu ça mon but pour que derrière, Jerry Lynn se positionne pour challenger Christopher Daniels pour le championnat X-Division. Enfin, le match Christopher Daniels contre Jerry Lynn. Mais il est interrompu par Frankie Kazarian. Voilà, Frankie Kazarian, il est arrivé. Alors, j'ai scripté la promo parce que Frankie Kazarian en impro, c'est peut-être pas trop ça. Jerry Lynn, c'est pas non plus le meilleur au micro. J'ai scripté la promo, 3 minutes. Average, on a dit. Bon, ok. Donc Kazarian, il veut se positionner également pour récupérer son titre que lui a pris Christopher Daniels. Ce qui me permettra de justifier un Kazarian contre Jerry Lynn la semaine prochaine. Voilà, il y a des étapes. On fait ça par étapes.
On croise Dutch Mantel backstage, c'est Jeremy Borash, notre envoyé spécial backstage, qui nous explique que ce soir, Jeff Jarrett aura un angle de célébration. Il va falloir célébrer Jeff Jarrett, qui a conservé son championnat TNA, qui est toujours aussi le champion NWA, à la gloire du grand Jarrett, qui n'a pas battu seulement un adversaire, mais 2 lors du dernier pay-per-view. Il faut bien évidemment récompenser l'homme à la hauteur de son talent, bien sûr. 54. Petit segment, pas pire, pas mieux. Dutch Mantel, il réussit bien quand il est off-script, tant mieux. Match de catch par équipe et merde, pas par équipe, pardon, un three-way match. Et merde, parce que je viens de voir Masato Tanaka qui s'est cassé la cheville. J'ai fait un match hardcore avec Masato Tanaka, Samoa Joe, Abismo, Negro. Il n'y avait pas beaucoup de... Comment dire ? L'idée, c'était un peu de développer Samoa Joe contre les Mexicains, ça ne bouge pas. J'ai rajouté Masato Tanaka pour le côté un petit peu plus, voilà, on gère le match hardcore. Et puis j'ai ma petite CPU hardcore sur le truc. Et j'ai donné la victoire à Masato Tanaka pour lui donner du momentum. J'ai insisté sur Tanaka, j'ai besoin de lui donner du momentum, j'ai besoin de lui donner de la popularité. Abismo fait 45, Samoa Joe fait 59. La storyline, elle avance un petit peu, elle gagne de la hit parce qu'il y a Mister Aguila et Hector Garza qui sont intervenus en faveur d'Abismo, mais c'est pour autant Masato Tanaka qui va remporter la victoire. Histoire voilà, de prolonger les programmes, mais pas de bol, bah ouais, Masato Tanaka il s'est blessé. Et cheville cassée, il s'est pas blessé pour 3 semaines. Je pense que malheureusement mon projet Masato Tanaka, on peut l'oublier. Ah ouais, un peu dommage. Un peu dommage. Ah ouais, il s'est cassé. Merci Shane Douglas. Merci Shane Douglas. Backstage, ils se sont juste croisés et il y a eu quelques petites échauffourées. Abyss, il se baladait backstage avec les nouveaux champions par équipe, CM Punk et Perry Saturn. Chris Harris et James Stone passaient par là et eux ils sont pas contents parce qu'ils ont l'impression de s'être fait voler dans le match de l'échelle là pour devenir les nouveaux champions par équipe. Et de ce fait, et ben voilà, il y a un petit peu de conflit. Chris Harris, il veut la peau de CM Punk et de Perry Saturn, mais il y a Abyss qui se met en face. De ce fait, on est parti. On fait un match entre Chris Harris et Abyss. Bah, je suis un peu déçu. Je m'attendais peut-être à dépasser le 60 sur ce match. Ça me fait une note de 56. Abyss fait une performance de 60. Chris Harris, que je teste pour une fois en solo, me fait un 48. Bon, ok, ça va. C'est pas la première fois que je l'utilise en solo d'ailleurs. Match décent. C'est quand même catégorisé comme décent. C'est une victoire d'Abyss suite aux interférences de Perry Saturn. Il y avait également James Storm aux abords du ring, mais CM Punk va faire basculer le match en la faveur du flock de Raven. Un Raven qui n'apparaît pas sur cet épisode parce que bah lui, il va mal digérer, bien évidemment, sa défaite lors du pay-per-view. Donc, je prends un peu mon temps, puis j'ai pas encore Sabu pour pouvoir reprendre la suite de l'intrigue. Donc voilà, c'est un petit match de mid-card. Alors là, vraiment, le match de mid-card, mais qui me fait pourtant une meilleure note, parce que là, il n'y a vraiment pas de programme. Ron Killings et Conan contre les anciens champions par équipe, Dallas et Kid Cash. C'est une victoire de Ron Killings qui bat Kid Cash après le True Conviction. Dallas était le weak link, bon, bah, pour pas changer, mais c'est un meilleur Dallas, il fait un 34. D'habitude, on voit des performances dans les 20. Donc là, c'était un peu mieux que d'habitude. Conan fait un bon 61, Kid Cash un très bon 63. Le reste est plutôt très très cool. Ok, Conan et Ron Killings, ils ont un bonus comme ils sont des spécialistes de catch par équipe. Scott D'Amora fait du bon travail ringside. C'est un bon petit match de catch, voilà, qui me fait un 59, pas pire, pas mieux. Et en fait, ça va justifier un angle d'aftermatch où Ron Killings va se faire chambrer par Steve Corino. Parce que Steve Corino, voilà, il a cassé la gueule de Jeff Hardy. Ron Killings, il lui casse les pieds aussi, il lui dit bravo, t'as enfin gagné un truc, c'est peut-être ça ta position en réalité, faire du catch par équipe, blablabla. Ça se transforme un petit peu en échauffourée et en bagarre. Steve Corino, il prend l'avantage sur Ron Killings parce que Ron Killings, il avait pris le soin de dire à Conan, c'est mon business, je vais gérer, donc tu peux retourner backstage, c'est entre lui et moi. Jeff Hardy, il est venu faire le save, et Jeff Hardy, il n'est pas venu sans rien pour faire le save, il est venu avec une bull rope. Il est venu avec une corde, voilà. Et il challenge de ce fait Steve Corino pour terminer le programme dans un bull swap match. Voilà, on fait une espèce de strap match avec un bull rope. Bon, on avait la stipulation qui était là, pourquoi pas. C'est un très bon segment, ça fait un 70. Donc les gens qui voient le retour de Jeff Hardy, ils font « Ouais, Jeff Hardy, let's go !» Allez, on est parti pour le combat. Et ben c'est un excellent match, puisque c'est notre main event. Dans ce match qui a du très bon catch, une descente réaction de la part du public, Jeff Hardy va battre Steve Corino dans ce bull rope match en 15 minutes, par pinfall après un twist of fate. Et Ron Killings, il est venu aussi pour attaquer Steve Corino, évidemment, quand Corino, il était vraiment bien méchant. Et bah Jeff Hardy me fait une excellente in-ring performance de 81. Vraiment, là, c'est le Jeff Hardy que je voulais. Et on termine le programme là. Voilà, comme ça, on passe sur un autre chose. On avait un creative finish que j'ai réussi à débloquer,
qui a été un succès pour l'occasion, tant mieux. La storyline se termine. Jeff Hardy, il a pris un gros bump pendant le match. Voilà, il prend un crazy bump parce que ce Jeff Hardy, il se blesse pas. Il va pas se reblesser, en tout cas, ça va, tant mieux. Mais au moins, comme ça build totalement le momentum de Jeff Hardy pour la suite, qui concernera Jeff Jarrett, mais pas tout de suite, parce que dans le dernier segment de la soirée, Dutch Mantel, qui est le host, reçoit avec voilà, des ballons, des cotillons, etc. Jeff Jarrett, le héros de la TNA, autoproclamé, tous les gens tout le monde déteste Jeff Jarrett, et il y va, il met une cartouche sur Raven, il met une cartouche sur AJ Styles, il veut plus du tout revoir AJ Styles, et justement, AJ Styles, il veut arriver pour gâcher la fête, il gâchera rien du tout AJ Styles, parce qu'il va se faire démolir par Monty Brown. Et ouais, Monty Brown qui pouvait pas toucher le main event, il a reproché ça notamment à AJ Styles, à qui on donne plein d'opportunités. Encore lui, Monty Brown, le sang n'a fait qu'un tour. Il est venu défoncer AJ Styles et ça lance, de ce fait, un programme entre Monty Brown et AJ Styles pour revenir au sommet de la compagnie. Ça me fait un 74, le dernier segment, c'est très très bien. AJ Styles, il a pris un crazy bump, justement, tant mieux. Et le segment se passe plutôt bien. En plus, Monty Brown, il progresse sur sa gimmick, tant mieux. Jeff Jarrett, off-script, ça va très bien, parce que Jeff Jarrett, il peut improviser, il peut faire des bons trucs. Ça va se terminer le show de manière très très solide, ça. Oui, on fait un 72. Bon, Steve Corino a un peu trop utilisé selon... Ah oui, parce que l'angle avec Corino, déjà, il durait 7 minutes. Quand il bat Ron Killings... quand il tonne Killings et Cal Rondo de Jeff Hardy, ouais. Et le match derrière, il a duré peut-être une petite quinzaine de minutes, Jeff Hardy, Steve Corino. Donc oui, ça va encore râler. Mais par contre, je suis très très satisfait des notes que ça m'a fait. Et l'opener a fait une bonne note. L'opener, il avait fait un 61. Donc on a eu aussi un match solide en opener. Une mid-card dans les 50, ça me va. Très ok ce show TNA Impact. Je suis plutôt ravi. On a l'Injury Review évidemment. Et là, c'est 87 jours. Hop. Ouais, c'est 3 mois quand même. 3 mois sans Masato Tanaka. Est-ce que je m'acharne? Est-ce que je le garde? Est-ce que... De toute façon, je vais pas lui donner d'argent. S'il est là, il est blessé. Il est blessé. Débrouillez-vous, monsieur Tanaka. Mais par contre, ouais, on perd quand même un élément un peu fort en plus de... Tu vois, un mid-carder babyface en plus de ça. Ça... C'est précieux les mid-carder bons workers babyface. Bon, que voulez-vous? On a gagné $19 000 avec le show, ce qui est très bien. Et j'ai pas vu combien on avait de personnes sur le show, un petit peu plus de 2000, je suppose. Is ok. On a gagné $19 000, moi ça me va. Popularité récap, on a progressé dans toutes les régions sans gagner, tu vois, un pourcentage supplémentaire. C'est des petites décimales, probablement, qui se sont rajoutées, tant mieux. Et il n'y a pas de post-show, bien évidemment que non, puisque c'est pas un pay-per-view. On lancera de ce fait au prochain show le Jeff Hardy contre Jeff Jarrett. On lancera le programme. Parce que Jeff Hardy devait avoir son opportunité, il ne l'a pas eu. Donc fatalement, bien sûr, ça nous met une nouvelle arborescence au niveau des grosses storylines. Je suis très content en tout cas de la note qu'on a fait avec Steve Corino et Jeff Hardy. Là, j'avoue, très très bonne idée, très très bon truc. Je regarde, donc là c'est déjà chaud. AMW là, qui veut les ceintures là, de CM Punk et de Perry Saturn, c'est déjà considéré comme hot. Battle of X, c'est toujours à 56, c'est hot, mais je pense qu'on peut arriver quand même mieux. C'est extrêmement hot entre Raven et Sabu, c'est vrai qu'il y a Abyss en... Mais vous allez voir, ça peut évoluer encore un petit peu plus. Samoa Joe, c'est toujours considéré comme hot, ça 57, très bien. Et l'origin story, voilà, entre AJ Styles et Monty Brown, ça démarche très bien déjà avec du 67. Donc on est déjà pas trop mal au niveau des storylines. Je vais aller voir les news. Alors, on a fait un 0.20 de ratings. Voilà, je l'avais annoncé, je l'avais pré-shot. Je voulais faire du 0.20, on a fait du 0.20. Avec 152 000 viewers. Masato Tanaka s'est blessé, la guigne. Steve Corino, il va bosser un petit peu à la PWG s'il veut. Sabu, il va un peu bosser à la 3PW s'il veut. CM Punk, il va un peu bosser à la PWG s'il veut. Ils sont pas signés, ils font ce qu'ils veulent. Et je vous dis rien par rapport aux signatures. Ok, comme d'habitude, si je dois marquer un temps, je marque un temps. Si j'ai pas de temps à marquer, je ne marque pas de temps. Mais avant ça, ah non, c'est Junction. Je pensais que c'était le pay-per-view de WWE, je crois que j'avais vu Judgment Day. Mais non, c'est Junction Day. C'est un show des Gaia Girls. Oh, les Gaia Girls. Avec Aja Kong, tout ça. Oh là là. Après, on va faire la division féminine. On va aller recruter des japonaises. Oh bah, vous en doutez. Elles n'auront aucun buzz chez nous. On va essayer de leur créer du buzz. Allez, à tout de suite. Je boucle la suite. Vas-y, je fais l'aparté. L'aparté, elle est pas banale. Je suis devant Monday Nitro et je vois qu'en semi-main event, Shawn Michaels, il a battu William Regal, ça a fait un 100. Wow, les frères. Michaels Regal.
Il y a eu un Michaels Regal en vrai. Et je crois qu'ils se sont jamais affrontés en vrai. Hein. Je vois pas un contexte où ils se sont affrontés en 1v1. Shawn Michaels, William Regal, ça fait une note 200. Derrière, il y a Triple H qui bat Edge dans un dog collar match, ça fait 90. Mais vraiment, le Michaels Regal là qui fait une note 200, wesh. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Bon, le reste, c'est Monday Nitro. C'est cheaté quand même la WWE. Hein. Ils font des notes, les frères. Waouh. Il y avait quoi, Hit? Christian, il a battu Edge. Oh non, ils sont pas contre. Oh non, Christian Cage contre Sexton Hardcastle. Bah, il faut virer Edge, comme ça on le récupère. Ah non, on va pas le récupérer. On a fait notre house show, on a fait 232 fans dans les Grands Lacs. C'est un peu plus d'argent. Au début, on faisait 500 balles dans ces endroits-là. Maintenant, on en fait 700. Oh, c'est toujours un peu plus d'argent. On aime bien gagner de l'argent. NJPW, ils ont proposé une tournée à Alice Keeper. Après, c'est pas le plus important des membres de Triple X, Alice Keeper. Il est bien. Je l'aime bien, Alice Keeper, pour prendre le pin. Bah voilà. Il peut prendre le pin. Allez, hop. Je book jusqu'au show. On est parti. On fait le pré-show ensemble, bien évidemment. Bon, pas grand-chose. Il y a juste Sting, il veut encore se balader backstage. Bah, viens de balader backstage, enfin, Sting, bah voilà. Jérémy Borash, il est venu me voir backstage, il a une idée d'angle. Ah ouais. Un angle avec Jérémy Borash. Bah après, il fait des interviews, il fait pas des angles. Steve Corino et Scott D'Amore ont créé une atmosphère plutôt relax et fun backstage. Ah ouais. Ils ont fait un karaoké. Oh, concours de karaoké. Waouh, c'était le highlight du pré-show. Tant mieux, voilà, bah faites des karaokés. Bah, c'est bien ça, Steve Corino et Scott D'Amore. Ouais, ils vont refaire la Team Canada à deux, je sais pas. Brent Danielson, pareil, il a fait une blague qui est devenue un classique sur Simon Diamond. Tout le monde s'est marré. Le pauvre Simon Diamond. Mais elle a dit, voilà, tout le monde s'est marré sur la vanne sur Simon Diamond. Brent Danielson, c'est le clown. Bravo. Sabu, c'est vrai que Sabu, il est revenu. Oh là, Sabu, par contre, Sabu et Chris Harris s'entendent pas bien. Hein. S'entendent pas très très bien. Ils se sont pris la tête. Ils étaient furieux d'ailleurs. Bon, de toute façon, Sabu, il est de retour. Sabu, c'est pas le mec le plus fun. Ok, Jeff Jarrett et Sabu ont dû être également séparés après une grosse altercation. Oh là là. Ils en sont pas venus aux mains, mais on a dû les séparer. Ils ont eu une grosse dispute. Après, Jeff Jarrett, il est annoyed en ce moment. Mais vous savez, hein, Jeff Jarrett, s'il doit aller mieux, on doit lui donner 200 000 $. J'ai pas envie de lui donner trop d'argent. Hein. Jerlyn, il a appris les basiques et de la safety à 10 étudiants. James Storm, Michael Shen, Sonny Siaki, Dallas, Monty Brown. Ah, c'est bien pour Monty Brown. P.T. Williams, Samoa Joe, Hiroki Goto, Ryusuke Taguchi, El Generico. Bravo. Ça va, c'est un locker room encore correct. Est-ce que moi aussi, je peux faire une blague? Moi aussi, je veux faire une blague sur Simon Diamond. Est-ce que je peux faire une blague pour mettre de la bonne ambiance? Parce qu'il est content, Simon Diamond. On fait des blagues sur lui et... Petite blague. Ça va. La blague, elle s'est bien passée. C'était pas une blague méchante. Des fois, on fait des blagues. Allez, c'était 2455 personnes qu'on avait fait sur le dernier show. On a fait quand même un 72. Hein. C'est vraiment, en termes de rating, c'est vraiment un de nos meilleurs shows. Hein. Qui sont les absents? Edge Styles et D'Lo Brown, à qui j'ai donné la nuit off. J'ai donné la nuit off à D'Lo Brown. C'est vrai que je l'ai pas fait sur le dernier show, mais D'Lo Brown, on le write off en quelque sorte parce qu'il s'est quand même pris l'ambulance. Et Edge Styles, suite à l'attaque de Monty Brown, je trouve que c'est un peu cohérent de pas le faire réapparaître aujourd'hui. En revanche, Masato Tanaka, on peut le faire apparaître. Tu vois, c'est un peu comme Sabu, on peut le faire réapparaître. Ok, très bien. Eh ben, on est parti. Prochain show. Là, maintenant, je peux le dire, parce que d'habitude, je dis, allez, le booking, et je vous reprends, mais là, vraiment, maintenant, c'est le booking. Je confonds le booking et j'avance des jours. Le booking, et à tout de suite pour l'épisode numéro 2 de Impact, de cet épisode numéro 3. Ouais, c'est compliqué les chiffres. Eh bien, nous sommes le vendredi 11 juin 2004. TNA Impact devant 2562 personnes au EFL, donc en Floride, Jack Gator Gymnasium. Très bien. Dans le pré-show, 4-way match, remporté par Loki, bien évidemment, du terrible catch et pas de hit. Loki a battu Generico et Hiroki Goto. Bon, déjà, il y a Generico et Goto, tu vois, je mets vraiment les... Allez-y, les petits, là, tentez de faire des trucs. Et Sonny Siaki, qui, lui, relève un peu le niveau. Quand Loki a fait le pin sur Generico après le Kick Crusher 99, Loki était, bien évidemment, au-dessus de tout le monde. On prend de l'expérience. L'idée, c'est de prendre de l'expérience.
Les funky fashion models Ryosuke Taguchi et Milano Collection IT vont perdre contre la team AAA de Abismo Negro et d'Hector Garza, à qui je remonte un peu le momentum dans le cadre de leur programme avec Samoa Joe. En 8 minutes 22, pin sur Ryosuke Taguchi. C'est du catch qui a du subpar wrestling, pas beaucoup de hits, évidemment. Ryosuke Taguchi est bien en dessous de tout le monde et c'est décent, pas pire, ça fait un 49 pour du pré-show. C'est des tests, comme d'habitude. Enfin, là, on fait un très bon 64. Kid Cash va battre Amazing Red en 8 minutes 20, après un dead level, et apparemment, ils ont une bonne chimie tous les deux. Ah il est temps quand même. T'imagines, on est à l'épisode numéro 3, on n'avait pas encore eu beaucoup de bons indicatifs sur de la bonne chimie entre deux adversaires. On a eu des chimies négatives entre plein d'adversaires, mais de la chimie positive, bah voilà, Amazing Red, Kid Cash, ça marche bien. Ils me font 65 et 58, et bah ça me fait un 64, ce qui est pas si mal. Il y a peut-être moyen d'envisager un programme par la suite. Pourquoi pas? Et bien comme la semaine dernière, comme au précédent épisode, on va débuter directement ça avec du catch, et un match qu'on avait préétabli. Puisque Frankie Kazarian, pour ouvrir l'épisode, va affronter Jerry Lynn. Et j'avais un creative finish qui n'a pas marché. Bon, il était moyen, c'était un pari risqué. Ah, de ce fait, on rate totalement cet opener. Intervention loupée de Christopher Daniels. Jerry Lynn va remporter la victoire pour obtenir son title shot. Ça ne fait qu'un 49. C'est très décevant. C'est très décevant. Alors, Jerry Lynn fait qu'une unique performance de 49 d'ailleurs. Kazarian fait un 53. Il n'y a pas d'information comme quoi ils ont un... Ah, c'est un match décent, il est juste décrit comme décent. Ah, c'est pas ouf, hein. Je regarde le dirt sheets quand même. Ouais, ok. Steve Corino, l'agent du match, l'arbitre, ok. Jerry Lynn, bon babyface. Frankie Kazarian, bon moral, bon selling. Ah, c'est à la rude, hein, quand même. Pourquoi on est pénalisé parce que le creative finish est pourri. Jerry Lynn est pénalisé pour sa condition physique. Ah ouais. Pas en bonne forme. Bon alors, Jerry Lynn? Après, il vieillit, il fait le frérot. Ah, ok, ça marche. Prochain match. Enfin non, prochain segment. Alors là, attention. Segment average de 5 minutes. Dutch Mantel et Jeff Jarrett, vont au ring. Bah oui, parce que la célébration, elle a été ruinée à cause de AJ Styles, alors vous vous rendez compte? On peut plus faire confiance à personne. Pauvre AJ Styles, on vit quand même dans un monde dangereux, ça avale un petit peu l'attaque de Monty Brown. Il est pas là ce soir, AJ Styles. Et puis de toute façon, donc de ce fait, s'il est pas là, personne va avoir le cran de se pointer pour être aspirant numéro 1. Et là, ça réveille quelqu'un qu'on n'avait pas encore vu depuis qu'on a lancé cette TNA. Et cette personne, c'est Vince Russo! Voilà, qui a underperformed, c'est déjà noté. Underperformed pour Vince Russo, aïe aïe aïe. Et Vince Russo, en fait, il est babyface. Bah oui, il est babyface. Et Vince Russo, j'en avais un peu besoin en tant que figure d'autorité, plutôt babyface vis-à-vis de Dutch Mantel. Il dit, il en a marre, Vince Russo, ça fait depuis des mois là qu'il observe toutes les manigances de Dutch Mantel depuis qu'on lui a donné du gaz, depuis qu'on lui a donné le pouvoir. Et on a bien vu que ce pouvoir, il était pour protéger Jeff Jarrett. Et Vince Russo, en fait, il met en garde Dutch Mantel sur son travail. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur. Vous êtes peut-être en train de commettre les mêmes erreurs que moi dans le passé, avec justement Jeff Jarrett, au lancement de la TNA, à l'époque de WCW. En fait, Vince Russo, il essaye un petit peu d'être la voix de la raison, la voix de la sagesse, et il réclame de la justice. Alors, Dutch Mantel, il avait évidemment tous les arguments possible et imaginable pour essayer de débouter Vince Russo. Et de ce fait, Russo et Mantel parviennent à quand même conclure d'un accord de choisir chacun leur tour un catcheur, il y en aura 4 au total, pour pouvoir performer ce soir dans le main event pour déterminer un aspirant numéro 1 au titre de Jeff Jarrett. Et Russo, il réussit un peu, tu vois, à provoquer Jeff Jarrett pour l'interdire de ringside pour ce match. Il ne pourra pas intervenir. S'il intervient, ça prouvera encore une fois qu'il est qu'un champion de pacotille. Et Vince Russo, en fait, il dit qu'il a le bras long, il connaît bien Dixie Carter, lui aussi. S'il faut qu'on lui retire le tir à Jeff Jarrett parce qu'il fait des conneries, parce qu'il respecte pas les consignes et parce qu'il veut pas être un champion combatif qui se sert de Dutch Mantel pour rester au pouvoir, il saura faire quelque chose. Enfin, je pense. Enfin bon, est-ce qu'il est crédible? Ça fait qu'un 56. De ce fait, Russo va choisir Jeff Hardy et va choisir Ron Killings, alors que Dutch Mantel a choisi Shane Douglas, ce qui fait plaisir à Jeff Jarrett, puisque c'est un bon copain, mais il choisit également Monty Brand, et là, tout de suite, Jeff Jarrett, il fait « T'es sûr pour Monty Brand? T'es sûr ?» Bah ouais, il a écarté Jay Styles,
c'est cohérent, c'est logique qu'il ait enfin une opportunité, etc. Et de ce fait, ça met Jeff Jarrett un petit peu mal vis-à-vis de Dutch Mantel. Il prend mal le truc. Fin du segment. Pas pire. 55, 56. Bon. Match au tag. Le Ravens Flock de CM Punk et de Abyss. J'ai pas mis Perry Saturn. Affronte les American Most Wanted. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pas mis Perry Saturn. C'est un match au tag dans la poursuite de la storyline vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis surtout, Chris Harris, il voulait se venger d'Abyss. Vous vous doutez bien. Et il va pas pouvoir se venger puisque dans 10 minutes 26, dans un match qui est décent, décrit comme décent, de toute façon, il me fait une note de 59. CM Punk va battre Chris Harris pour essayer de remonter le momentum de CM Punk. Je comprends pas parce que CM Punk, je lui donne quand même des victoires. Ils me disent quand même qu'il a un faible momentum. Suite à une intervention de Raven, qui est revenu, Raven, ça y est, il a fait son comeback, Raven, il vient un petit peu de se mêler de tout le bordel, Perry Saturn, il était aux abords du ring, Raven, il s'est montré, ça terrorise les America's Most Wanted, même dans l'aftermatch, et là, on fait le save, et le save, c'est pas que Sabu, il n'y a pas que Sabu qui fait le save, il y a également Terry Funk. Et ça me fait un 80, grosse surprise, Terry Funk débarque à la ECW pour prêter main forte à Sabu dans ce programme qui va les opposer à Abyss et Raven. Voilà. Et de ce fait, c'est une grosse bagarre que les Babyface remportent. Abyss, il se fait envoyer à travers la table des commentateurs, on le reverra plus de la soirée. Et Terry Funk, il prend le micro et il dit « Je suis content d'être ici chez TNA. Vieille canaille de Raven, là. C'est encore toi ?» C'est Extreme Revival, donc c'est un petit peu la ECW qui revit. Et puis on aura Terry Funk backstage pour payer des coups à boire, donc ça c'est plutôt cool. Et Terry Funk, il dit « Vu que t'auras pas l'écran de venir m'affronter en 1v1 parce que je suis pas venu ici juste pour intervenir, je suis là pour catcher ce soir. » Il annonce qu'il va catcher ce soir. Alors envoie-moi un gars et je lui casse la gueule un petit peu plus tard. Et que je me pointe pas pour rien. Voilà. Et là, grosse réaction de la part du public, évidemment, à 80. Perry Saturn, il est un peu underwhelming, mais c'est pas forcément grave. Abyss, il a pris un crazy bump. Voilà, 80, on a gagné de la hit. Et la gimmick légendaire de Terry Funk, ça marche très bien. Bravo, c'est chouette, on aime bien. Si, on aime bien. Backstage, il y a une confrontation entre Samoa Joe et Bryan Danielson. Samoa Joe, il reproche à Bryan Danielson de lui avoir fait perdre le match en pay-per-view contre les Mexicains, contre la team AAA. La team AAA, elle se radine et Bryan Danielson, pour essayer de se racheter, il va l'affronter en 1v1 Mister Aguila. Petit segment pas terrible qui me fait qu'une note de 49 parce que Bryan Danielson, voilà, sa tentative de face turn, la potentielle, pas forcément des mieux reçus par le public, mais on continue un petit peu, on lâche pas le rinté, on essaye de faire ça proprement, même si au final on se doute que ça sera pas propre. Voilà. Non, on fait pas encore le turn. Faut pas les turns. De ce fait, le match me fait une note de 52. Et encore une fois, c'est comme ces deux catcheurs sur lesquels les gens n'ont pas beaucoup d'investissement. Il n'y a pas de star entre Mister Aguila et Bryan Danielson. Et c'est ça le problème en fait dans le programme de Samoa Joe. C'est que là, pour l'instant, en fait, tout le monde est encore considéré comme pas très très important. À part peut-être Samoa Joe qui commence un peu à avoir un peu de feu. Aguila va battre Danielson suite à une intervention, suite à une distraction de Samoa Joe. Samoa Joe lui-même, en fait, il va vu qu'il va donner des consignes à Bryan Danielson pendant tout le match, dire voilà, quand même, putain, je t'ai ramené de Ring of Honor ici et tout, je t'embarque et toi tu me fais honte. Voilà, ça a fait perdre les moyens à Danielson qui a perdu le match, ça redonne du momentum à Mister Aguila et puis ça travaille de ce fait le face turn potentiel de Bryan Danielson, qui ne marchera pas, on le sait, c'est bon, on est au courant, que ça marchera pas, très bien. J'essaye de bien faire les choses quand même. Prolongeons. Justement, Jeff Jarrett, backstage, il croise Monty Brown. Et comme il redoute un petit peu Monty Brown, Jeff Jarrett, parce que Monty Brown c'est un peu un monstre, il vient plutôt mielleux remercier Monty Brown de s'être débarrassé d'AJ Styles pour lui. Parce que là, AJ Styles c'était un petit peu une sangsue et il dit voilà, je te remercie, t'es intervenu au bon moment, au bon endroit, tu nous as sorti AJ Styles de l'équation, c'est très bien, tu devrais te concentrer justement sur AJ Styles parce que tu te doutes bien qu'il va revenir, tu te doutes bien qu'il en aura après toi, qu'il voudra se venger, et c'est peut-être pas une bonne idée pour toi d'avoir plusieurs axes de travail, tu vois, plusieurs axes de bataille. Alors pour l'instant, mon titre, voilà, je sais que tu auras ton opportunité un jour, mais ça ne devrait pas être ta priorité. Et justement, Monty Brown, lui, rien à foutre. Il a dit, j'ai pas de business à faire avec Jeff Jarrett, rien à péter, ce soir je deviens aspirant numéro 1, et je prends ton titre en aussi peu de temps qu'il m'a fallu pour me débarrasser de D'Lo Brown et d'AJ Styles. Donc il a un petit peu peur, Jeff Jarrett, parce que là, de ce fait, il se retrouve un petit peu emmerdé.
il a plus que sur Shane Douglas sur qui compter. Et justement, Shane Douglas, tourné toujours backstage, Shane Douglas, il en profite. Il est au micro de Jeremy Borash, aux côtés de Tracy, il dit voilà, belle opportunité, Jeff Jarrett, qui reconnaît mon talent, et c'est pour ça que Dutch Mantel m'a choisi pour aller le représenter, et peut-être le challenger, et lui offrir un combat qu'il n'aura jamais plus dans sa carrière, parce que Jeff Jarrett, Shane Douglas, il est convaincu que c'est une affiche qui fait vendre, et se radine Steve Corino dans un premier temps. Steve Corino, il fait oui, je vous ai entendu Shane Douglas, je suis tout à fait d'accord, il faut pas laisser quelqu'un comme Jeff Hardy devenir aspirant au titre, ils ont l'air bien copains, quoi. Enfin bref. Et surtout, il y a Vince Russo, il entend ça, et Vince Russo, il fait si vous tentez de faire quoi que ce soit ce soir dans le match, hein, qui irait à l'encontre de la justice, parce que c'est ça, hein, franchement, Vince Russo, c'est la justice dans le catch, de la justice, pour un catch plus juste. Votez Vince Russo. Eh bien, il pourrait justement offrir des dream matchs à Shane Douglas et Steve Corino parce qu'il a des liaisons, il a des connaissances, il connaît des gens, voilà, qui seraient ravis de venir à la TNA pour leur casser la gueule. Ah ouais, Vince Russo, il veut faire marcher ses relations. Très mauvais, hein. Off-script, Vince Russo, catastrophique. Steve Corino, pas très bon non plus. Shane Douglas, par contre, quand c'est off-script, ça va. J'aurais dû le scripter, ça, justement. Raté. 45 segments de brun. C'est du brun. Derrière, Terry Funk, qui se radine pour l'affronter? Eh ben, c'est Perry Saturn. Bah ouais, il restait plus que Saturn. Bah ouais, parce que Raven, il va pas y aller lui-même, donc Raven, il est aux abords du ring, il assiste à ça, Sabu, il assiste à ça, mais Terry Funk, au final, bah, il bat Perry Saturn en 7 minutes 42, pas un long match pour Terry Funk, ça fait un 70 parce que c'est putain de Terry Funk, et il fait une in-ring performance d'ailleurs de 73, Terry Funk. Il est pas cramé en 2004, Terry Funk, hein. Attention, hein. Ah, peut-être encore un Terry Funk ou deux. Terry Funk, c'est vraiment l'homme providence. Alors, c'est lui que je voulais avoir au pay-per-view, voilà, bon, il a signé que maintenant. C'est lui que je voulais avoir en pay-per-view justement pour faire équipe avec, pour remplacer Sabu dans l'idée du programme quand je vous avais teasé à l'épisode numéro 2 que je prévoyais d'avoir quelqu'un, mais la signature a pris un peu plus de temps. Donc Terry Funk, il est là par apparence, hein, c'est un contrat par apparence, donc il peut partir à n'importe quel moment. Là, il vient pour vraiment, tu vois, construire et terminer ce programme avec Sabu et Raven et Abyss. Il y aura un match au tag, probablement un gros match au tag hardcore, et on s'éclatera en pay-per-view là-dessus. Mais je suis très content de voir que Terry Funk, eh ben, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et il n'y a pas une mauvaise perf non plus de Perry Saturn, hein, dans ce combat hardcore. Voilà, il va se faire défoncer, il y a du barbelé, faites ce que vous voulez. 70, très bien, bravo Terry Funk. Jeff Jarrett, du coup, il vient au ring, interviewé par Jeremy Borash. Il a la consigne de ne pas intervenir. Il a fait putain Vince Russo. Ah, vraiment Vince Russo. Ah, voilà. Alors déjà, le mec a prouvé à n'importe quel moment, tu vois, de sa carrière qu'il était une plaie. Et maintenant, il vient me casser les bonbons, là. Alors, Jeff Hardy, il me fait pas peur. Shane Douglas, courage à toi. Je suis de tout cœur avec toi. Régalez-nous. 59, c'est pas la promo du siècle, hein, pour Jeff Jarrett. Pourtant, au micro, normalement, il est censé assurer. Bref, on verra bien. Et ben, le main event, on est parti. Le main event, le 4-way match, me fait une note de 63, ce qui est bien, mais je m'attendais un petit peu à mieux. Et bah Jeff Hardy va remporter la victoire, vous en doutez, puisque je vous annonçais déjà en avance que Jeff Hardy partait en programme contre Jeff Jarrett. Il a battu Monty Brown, Ron King, Shane Douglas, après avoir fait le pin sur Shane Douglas. Voilà, parce qu'il était là pour prendre le pin, Shane Douglas. Il avait un peu de momentum, donc ça va. Il avait regagné un match dans le pré-show, peut-être. Je sais plus. Le match a été désigné comme un car crash, parce qu'il y a plein d'angles, il y a plein de cascades, voilà, avec des Ron Killings, des Jeff Hardy, ça fait des cascades. Il y a eu beaucoup d'interventions. Il y a Steve Corino, de ce fait, qui n'a pas respecté les consignes de Vince Russo, qui attendait d'intervenir pour frapper Ron Killings. Alors, il voulait frapper Jeff Hardy, il a frappé Ron Killings à la place. Michael Shane et P.T. Williams sont intervenus contre Jeff Hardy, mais ça n'a pas empêché Jeff Hardy de remporter la victoire contre toute l'adversité du monde. Lui, il me fait une ring performance de 75. Mon petit Brown, c'est bien, il me fait un 51, ce qui est décent, on va dire. Il y a un bon 60 de Ron Killings, un 57 de Shane Douglas. Ça a duré combien de temps? 13 minutes, ça va. Shane Douglas, il avait pas l'air trop cramé. Et voilà, on termine le show là-dessus. Alors c'est vrai que c'est pas le main event le plus fou. On gagne quand même de la popularité. On fait un 70. Overall rating, 70, ça va. Mais vraiment, hein, Terry Funk, il est dans un angle à 80 et un match à 70. Terry Funk, quoi. Hein. Terry Funk. Le Terry Funk. On a gagné combien d'argent? 19 182. C'est un petit peu moins d'argent que la dernière fois, mais c'est quand même très correct. Hâte de voir le rating de l'épisode. Hein. Et on est passé à 65 dans le South East. Très bien. Impeccable. On est encore plus populaire dans notre région de base. C'est beau. C'est bien.
Bravo le catch. Sur le beau profil de Eddie Venom. Venom. Alors, qui va ramener Vince Russo? Ah, attention, hein, ça spécule. Vince Russo, il va encore ramener des gens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le recrutement ne s'arrête jamais. Bref. Il y en a des informations, là, on n'a pas le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? TNA Viewing Figures, on a fait encore un 0.20, 152 000 personnes. Bravo. Voilà, je suis ravi. Et on a des informations contractuelles. Oh là! Ça réclame des augmentations. Ça y est, c'est parti. On n'avait pas encore eu de gens qui demandaient des augmentations. Abyss, il veut une aug. Abyss, il est pour l'instant payé 180 par apparence. Il fait que c'est moins que les 280 dont normalement je suis censé avoir. Bah, je vais faire la même chose, hein, ça va être 75%. On va y aller à coup de 75%. CM Punk 60, il veut passer à 140. Je lui donne 75%. Voilà. Je lui donne 60. Et Perry Saturn, qui a 530, lui, il demande 830. 75%. On se calme, Perry Saturn. Ah ouais, évidemment, les gens vont vouloir aligner leur casque. Et c'est vrai qu'il gagne en popularité. Hein. Perry Saturn, il doit gagner en popularité aussi. Bon. Ok. Eh ben, s'il n'y a pas d'inconvénient, s'il n'y a rien d'autre, ben on avance. Avançons. Allez, on se positionne juste avant ce 3e épisode de TNA Impact. Michael Shane est en bonne forme. Bah ouais, il raconte ses histoires de route. Ça marche bien. Michael Shane, il a quand même une bonne pop, globalement. Et c'est vrai qu'à la base, j'ai rajouté Frankie Kazarian dans le clan de Shane Douglas, étant donné qu'il était le champion X-Division. Mais vraiment, Michael Shane, j'ai l'impression que pour l'instant, il peut me sortir des trucs bien meilleurs. Et j'ai un peu mis Frankie Kazarian dans cette position de... C'est lui le prospect numéro 1 là, pour Shane Douglas. Est-ce que je le regrette pas? Ah, je me pose la question. En plus, il est bien, il est sympa backstage. Je dis pas que Frankie Kazarian n'est pas sympa backstage. Mark Johnson également, il a fait un tournoi de poker, les gens sont contents. Merci Mark Johnson. C'est bien, on a que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ça continue de travailler sur les basiques, la safety, etc. avec toujours les mêmes personnes. Merci Monsieur Jerilyn. Et oh là, P.T. Williams a eu une petite dispute avec Christopher Daniels pendant le team building du moral officer. Bah alors, P.T. Williams, irrité en plus, irrité, aïe, on s'irrite. Ah, apparemment, la paire de Bryan Danielson et de Shark Boy, qui se baladent backstage, apparemment, c'est plutôt bien. Bah ouais, apparemment, ils s'entendent bien, eux. The pair of Bryan Danielson et Shark Boy have been hanging out a lot recently. On va les mettre en équipe. On va faire une équipe Bryan Danielson et Shark Boy. Pourquoi pas. Voilà, backstage. Jeff Hardy et Amazing Red, ils se sont pris la tête. Oh non, Jeff Hardy s'est pris la tête avec quelqu'un? Surtout avec Amazing Red? Non. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Argument également entre Samoa Joe et BG James. Ah, c'est tout. J'avais que des bonnes nouvelles au début, et là maintenant... Ah, compliqué ça. Je vais refaire un open forum. Allez, lâchez votre sac là. Jeff Jarrett, il lâche son sac, il vide son sac. Ok, small moral boost. Voilà. Shark Boy, Tracy, Terry Williams, P.T. Williams, Terry Taylor, pardon. Et Vince Russo également. Il était annoyed, Vince Russo? Ah oui, il fait la gueule parce qu'on avait retiré des responsabilités à Jeff Jarrett. Oh. Pourtant, là, je le fais apparaître de ce à l'écran, ça devrait aller mieux. Est-ce qu'on va faire mieux que notre show rating de 70, 2562 personnes? C'est mieux que les 2400. On avait fait un meilleur show quand même. La première fois, on a fait un meilleur show. Là, je pense, sincèrement, je regarde qui est absent. Masato Tanaka, Sonjay Dutt, les blessés. Ok. Là, je mets une pièce. Vous êtes là, hein, jusqu'à ce moment-là. Voilà, le chat de la première diffusion. Voilà, faites-moi signe, faites-moi coucou. J'en sais rien, mais c'est marrant que vous fassiez coucou, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont revoir la vidéo avec le chat qui interagit sur le côté. D'ailleurs, ils sont là. En réalité, vous êtes là. Voilà, sur l'écran, vous êtes de ce côté-là. Il va se passer une dinguerie. Ça va être un grand show. Allez, c'est tout. Je mets la hype. Ça va être chouette. Ça va être très bien. Après Terry Funk. Aïe. On est parti. Bouquinge. Allez, 18 juin, vendredi, en soirée, bien évidemment. Et vous avez vu la tendance? Près de 3000 personnes. Ça monte, hein? Non, mais c'est pas mal, hein? 3000 personnes sont présentes pour ce show TNA au FL Bob Martinez Sports Center. On continue de
de grimper. Après, on a pris un point de popularité dans le Southeast, donc ça aide. Donc ça fera plus de merchandise, donc tant mieux. Plus de ventes de tickets, meilleur gate. Dans le pré-show, Subpar Wrestling Little Hit, la new franchise de Frankie Kazarian, Michael Shane et de P.T. Williams vont battre El Generico, Simon Diamond et Sodi Siaki. Victoire de Michael Shane sur El Generico. Sweet Shane Music, ah ouais, parce que c'est le cousin de Shawn Michaels. C'est un peu mieux pour Generico. Il fait quoi comme note? Il fait un 37 et il commence à toucher un petit peu les notes de P.T. Williams qui fait un 38, ok. Et Frankie Kazarian fait un 53, Simon Diamond un 55. Finalement, Kazarian là fait une meilleure note que Michael Shane. T'as vu ce que j'ai dit tout à l'heure? Ok. C'est le pré-show, quoi qu'il en soit. Ça fait un 52, donc pour 52 dans le pré-show, je suis content. Bon, là, on a un 42. Terrible match du pré-show. Disco Inferno va battre Shark Boy. Voilà, 6 minutes, un peu travaillé. Ils ont une bonne chemistry. Ah ouais, il y a une bonne chemistry. Bah pourquoi pas. Ouais, Shark Boy, il fait un 31, c'est mieux. Disco, il fait qu'un 45. Bah voilà, bonne chemistry. Bah tu vois, des bonnes surprises. Et bah Conan et Kid Cash aussi, ils ont une bonne chemistry. Et ils font un 62 dans le pré-show. Conan, il bat Kid Cash, 8 minutes 18. Ah, et ils font des bonnes performances, les deux là. C'est pas si mal. C'est pas. Bah écoute, des bons enseignements dans le pré-show. Bon, on va pas se plaindre. Bah allez, la carte principale, on est parti. Comment ça s'ouvre à la télévision? Et bah ça s'ouvre avec directement Jeff Jarrett. Il fait la gueule. Il est avec Shane Douglas et Steve Corino. Parce qu'ils ont voulu comploter, vous vous souvenez, là, voilà, pour essayer de faire en sorte que Jeff Hardy gagne pas le match. Mon petit Brand, attention. Shane Douglas, il dit encore une fois, le système contre nous. Et ben Vince Russo, il se pointe. Et il a dit, quoi qu'il en soit, il y avait des répercussions. Si vous tentiez de comploter dans le match, si vous tentiez des interventions, des sales manigances avec Steve Corino, et ben Vince Russo, il a dit justement, j'ai le boire long. J'ai parlé à Dixie Carter et Dutch Mantel. Et ben il va rien faire du tout. Ce soir, dans le main event, Jeff Jarrett, Shane Douglas et Steve Corino font face à Jeff Hardy, Ron Killings et un partenaire mystère. Voilà, ça tease, il y a de la hype, 62, bon démarrage. Voilà, la foule est chaude. Ensuite, on a... Ah, là j'ai voulu en fait travailler le public parce que c'était rare en fait qu'après le premier segment, les gens étaient déjà chauds. Donc je me suis dit, work the crowd. Et ben j'aurais pas dû faire un work the crowd. Puisque Jerry Lynn, de ce fait, une fois de plus, moins bien placé sur la carte, va battre Loki. Dans un match où Christopher Daniels, il a tenté de distraire Jerry Lynn, et Skipper aussi. Bah non, Jerry Lynn, il a gagné. Ça me fait qu'un 55. Ça refait gagner un peu de hit à la storyline, donc quelque part, tant mieux, parce qu'on en est perdu à la suite du match entre Frankie Kazarian et Jerry Lynn. Un peu décevant de ce fait. 10 minutes, voilà, victoire de Jerry Lynn. On ira derrière sur une promo de Christopher Daniels, qui lui, ça va faire remonter de ce fait le ratings de la storyline, encore un peu plus. Et Christopher Daniels, il dit, j'en ai marre, Jerry Lynn. Tu fais le vétéran, tout ça. Moi, je suis encore dans l'athlétisme de ma jeunesse. Est-ce que tu as peur de la hauteur si tu veux atteindre les sommets? Je te défie pour ton title shot pour le X Division dans un match de l'échelle. Voilà. Donc, leader match entre Jerry Lynn et Christopher Daniels, programmé pour Slammiversary. Ça me fait un 65. Bien meilleur segment. Four-way match. Hector Garza, Samoa Joe, Bryan Danielson et le glacier. Comment ça, le glacier? Ben oui, le glacier. Oh, peut-être que vous avez été spoilé. Vous avez peut-être vu le glacier, voilà, dans les petites indications de backstage, etc. Ben, on a chopé le glacier. Alors, le glacier, pour information, il n'est pas dans la database, j'ai dû le rajouter. Je l'ai importé d'une autre database. Bon, il n'a pas des stats incroyables, le glacier, mais c'était vraiment pour le clin d'œil. Ça fait, comme ça, peut-être il y a eu un peu de pop pour les gens. Il fait une bonne note, le glacier, il fait un 42, tu vois, c'est le moins bon hein, des 4, mais bon, il y a le glacier, quoi. Puis sa gimmick de mix martial artiste, là, ça fonctionne plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le glacier? Pourquoi il est là? Bah déjà parce que Danielson, il n'a pas voulu faire équipe avec Samoa Joe. Voilà, il en a marre, tu vois, il fait donc... Samoa Joe, il voulait régler aussi Danielson. Hector Garza, bah, il est toujours en conflit avec Samoa Joe. Et le glacier. Et bah justement, c'est le glacier qui gagne le match. Comme ça, personne ne gagne, personne ne perd. À la fin, Abismo et Mr. Aguila, ils viennent interrompre, ils viennent distraire Samoa Joe. De ce fait, ça lui coûte le match. Voilà, ça fait un 58. Ce qui est correct. Bon, le turn de Bryan Danielson, on le fait pas maintenant puisqu'on va le faire juste après. Il y a justement Samoa Joe, il est vénère à la fin, il attaque les membres de la team AAA et Bryan Danielson, il fait le save. Je sais, ça va être catastrophique. On va changer on va le tourner face. Et voilà. Gimmick ID was a success. Très bien. Changement de gimmick, ça marche parce que j'avais un gimmick ID, donc ça c'est un succès. Mais alors attends, parce que désormais sa gimmick c'est
American Dragon, gimmick standard. Donc ça va. Mais sur le turn, le turn, il va mal. Le turn, ça va mal. Bon, c'est tout. Pas... Mais au moins, il est babyface. Ça sera plus simple à écrire pour la suite. Il va peut-être faire la gueule, Bryan Danielson. Pas impossible qu'il fasse la gueule après ça. Ok. Lui, ça va. C'est pas trop... Si je dois lui redonner du moral, il va pas me coûter trop cher. J'avais besoin d'un babyface. J'avais besoin d'un babyface de plus dans ma midcard. Pfizer, James Mitchell, Raven et Abyss sont au ring parce qu'il y en a marre. Parce qu'il y en a marre, là, Sabu, il arrive avec Terry Funk, donc Sabu et Terry Funk, ils vont se pointer. Et grosse promo, grosse intimidation entre Raven et Terry Funk, et Sabu, bien évidemment, qui lui parle pas, lui, juste, il work la foule. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Eh ben, on va tout simplement se mettre d'accord, tu vois, entre des bonnes grandes personnes. On va faire revivre l'extrême, à Slammiversary, match hardcore, pas de disqualification. Raven et Abyss feront face à Sabu et Terry Funk. Et en prémisse de ce soir, puisque Terry Funk, il a dit « Je suis pas encore venu une fois ce soir pour rien foutre ». Donc là, j'ai déjà tapé votre petit, là, Perry Saturn. Jamais il l'appelle le petit, alors que c'est un vétéran quand même, Perry Saturn. Et ben match par équipe ce soir, juste après, Abyss et Perry Saturn contre Sabu et Terry Funk. Parce que évidemment, Raven, il veut pas se mouiller les mains. Terry Funk, par contre, il a inventé apparemment une catchphrase très très haute qui a boosté son habilité au micro. Impeccable. Et bien on est parti. Match hardcore, 73. Ah, c'est un très bon match. Match qui a du bon catch, une décentraction de la part du public. Sabu et Terry Funk vont battre Abyss et Perry Saturn. Quand Sabu va battre Perry Saturn après l'Arabian Clutch, et Raven, il a tenté de distraire Sabu, ça n'a pas fonctionné. Perry Saturn, c'est pas grave si je flingue son momentum, puisqu'il est champion par équipe, et il en avait déjà pas mal. C'était le Winkling d'ailleurs dans le match. Alors le Winkling à 55, hein, parce que tous les autres, là, Sabu 79, Terry Funk 72, Abyss 70. Tout le monde progresse, tout le monde avance. Ça aurait pu être un main event. Hein. 73, c'est une note que j'aurais surkiffé avoir en main event, mais attention, j'ai dit, il y a une surprise dans le main event. Monty Brown affronte Amazing Red, parce que Monty Brown, justement, il veut passer ses nerfs sur quelqu'un. Étant donné que il a perdu son opportunité au titre une fois de plus, et il n'a pas pris le pin cependant, et Jay Styles, il vient pour se venger dans un match qui est pas très très long. En plus, je l'ai scripté, parce que les deux, leur psychologie, Amazing Red et Monty Brown, ça aurait été galère. Donc ils me font des notes de 53 et de 61, et Jay Styles, il intervient, et il donne la victoire à Amazing Red. Ah là, il est dégoûté. Hein. Là, Monty Brown, il est vénère, il claque une grosse promo derrière pendant que AJ Styles, il est en train de se retirer, en train de féliciter Amazing Red. Il a fait, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un mec qui va être le héros du peuple, le héros des gens. Et alors qu'en réalité, il vient juste briser les rêves de tout le monde. Il a trusté 2 fois la place pour le titre. À chaque fois, on met des bâtons dans les roues. En fait, c'est une promo de heel de Monty Brown, mais avec le fond de vérité qui va bien derrière. Donc il va peut-être investir des gens à un moment donné. Donc Monty Brown, il promet de faire de la vie de AJ Styles un enfer. Et plus jamais, tant qu'il sera dans la compagnie, il aura une opportunité à un titre avant lui. Voilà, 75, excellente promo, ça fait gagner de la hit. Le retour de AJ Styles, hippie pourra. Chris Harris affronte CM Punk. Alors là, vraiment, c'est le match pour souffler. Hein. C'est le match pour souffler. Bah ouais, parce que c'est le seul membre des Flock que j'ai pas utilisé. Puis il y a toujours la feud entre American Most Wanted et CM Punk. Et Perry Saturn, et de ce fait, Chris Harris, il va battre CM Punk pour reprendre un peu de momentum. Bon, subpar wrestling, décentraction de la part du public. C'est du storytelling, voilà, ni plus ni moins, un match de 10 minutes. Une victoire de Chris Harris, mais Chris Harris et CM Punk en 1v1, ils cliquent pas. Voilà, ils cliquent pas, ils sont un peu embarrassants. Ils ont pas une bonne chimie dans le ring. Tant pis, c'est pas grave. Mais ça redonne un petit peu de momentum au American Most Wanted qui, pour l'instant, dans le programme, s'était fait un petit peu défoncer. Derrière, prenez une inspiration, et voilà, dans un segment où Jeff Hardy et Ron Killings faisaient leur arrivée au ring, ils connaissaient pas leur partenaire mystère, ils vont se faire attaquer par les 3 Hills, Jeff Jarrett, Shane Douglas et Steve Corino, et vous l'avez vu, qui fait le save? Yo, it's me, it's DDP, on a recruté DDP. Bon, il va peut-être se faire signer un moment par WWE parce qu'il a pas des stats inintéressantes celui-ci. Et donc DDP, il arrive avec sa gimmick de People Champion qui a déjà un rating initial de Great. Et vraiment, les gens sont contents. 63, bon segment. Ça aurait pu être un peu plus fou, mais derrière, on a le 3v3. Alors, est-ce que le 3v3, il nous envoie en orbite? Bon, non, il fait qu'un 62. Ah, le creative finish qu'on a utilisé, il n'a pas fonctionné. Ah, j'aurais pas dû mettre un creative finish. J'aurais dû leur faire confiance. C'est pas si bien.
Voilà, pourtant DDP, il fait quoi? Il fait une unique performance de 71. Enfin, toutes les performances, elles sont plutôt bonnes, mais le créatif fini, j'ai l'impression qu'il a plombé le truc. 62. Match qui a du bon catch, une décentralisation de la part du public. DDP, Jeff Hardy et Ron Killings. Les Babyface, évidemment, vont battre Jeff Jarrett, Shane Douglas et Steve Corino. Quand Jeff Hardy va faire le pin sur Shane Douglas, parce que vous vous doutez que Jeff Jarrett voulait pas encore une fois prendre le pin. Et ben, je pensais que ça allait être bien mieux. Voilà, avec DDP. Pas pire, pas mieux. Alors, DDP, il est plus populaire que Jeff Jarrett. Il a 70 à peu près partout aux États-Unis. Bah, c'est DDP, hein. Et il est en bonne forme, hein. Il a l'air d'être en bonne forme physique. Alors après, les gens râlent parce que Steve Corino, Shane Douglas, on les a peut-être un petit peu trop utilisés. J'entends bien. On a quand même fait du monde. On a gagné de la popularité dans 10 régions. Il y a eu une bonne sélection d'angles. On a fait qu'un 68. Ah, je m'étais un petit peu hypé pour faire vraiment la retaper le plus de 70. On le fera pas. Profit quand même de 22 000, ça c'est bien. Ticket sales, de ce fait, on a ramassé plus d'argent. Mais on a perdu. Là, sauf finance, on a 1 255 000. Ah, c'est le worker cost? Non, parce que le worker cost, ça va encore. Pourquoi on a perdu tant de thunes? Attends, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Il y a un truc qui a fait dépenser beaucoup d'argent. Mid-South, on est passé à 42, bravo. Bravo. Ah ouais, il y a une grosse perte de thunes là qui s'est faite. Ah, parce que là, on a perdu grave. Bon, j'espère que les pay-per-view, ça va nous aider. Hein. Que le pay-per-view, il va rebooster un petit peu tout ça. Je sais pas aussi dans le show production, le production cost de nos shows en live event, si ça te prend autant d'argent que produire un show télé. Parce que à chaque fois, je dis, bon, bah voilà, on a gagné 500 $, mais qu'est-ce qu'on perd comme argent? Peut-être on en perd beaucoup. Hein. Je regarde un coup les finances. Finances, ce mois-ci, les workers. Bon, les workers, déjà, il y a beaucoup d'argent. Show cost 38 000. Bon, ok. Marketing, bon, on n'a pas ramassé autant. Ah, j'espère que ça va s'équilibrer. Bon, normalement, en ticket sales, on va faire mieux que d'habitude. Pour l'instant, ouais, on est en déficit de 137 000 $, quoi. Je crois que c'est le worker cost. Après, on rajoute quand même Terry Funk, DDP. Bon, le glacier, il est pas si cher, ça va encore. Mais DDP, Terry Funk, ça demande un petit peu de sous. D'ailleurs, c'est l'occasion d'aller voir un petit peu. DDP, il demande... Par apparition, il demande 2 900 $. Je vais pas utiliser énormément DDP, hein, je vous le cache pas. Hein. Et Terry Funk, je crois il est plus raisonnable sur son prix, le Terry. Terry Funk, je l'ai pour 900 $ par apparition. Ça va en vrai. Jeff Hardy prend cher hein, aussi. Jeff Hardy, lui, c'est... Ah ouais, non, 1630. Ça va en vrai. Hein. C'est pas non plus la mort. Hein. Ah. Peut-être un peu plus utiliser mes catcheurs qui sont sous contrat. Hein. Tu me diras, ça vient peut-être aussi de là. Alors, le rating 0.19, on a reculé. Oh non, on a reculé. On était à 0.20, maintenant 0.19. Oh là là. Selon l'opinion d'AJ Styles. Sabu is clumsy. Ah ouais, il fait pas gaffe à qui il tape des gens, il leur fait mal. C'est pas bien ça, Sabu. AJ Styles, il a fait une petite pique à Sabu. Ah ouais, mais les jeunes, là, ils s'en prennent aux vétérans. Ah ouais, pas bien. Est-ce que Amazing Red, il fait la gueule? Non, Bryan Danielson, à cause de son turn. Bah non, il fait pas la gueule. Il y a que Terry Taylor qui a des moral issues, Shark Boy et Jeff Jarrett. Et Vince Russo. Bon, et Vince Russo. Ok. Bon bah voilà. Ah, on a perdu de l'argent. Ok. Bah, il va falloir avancer avec tout ça. Hein. Il nous reste, donc, attends, si je regarde le planning, le schedule, il nous reste un show vendredi prochain. Ouais, non, on termine le mois. Il me reste 2 shows à booker. Ellipse pour ma part. La suite. Peut-être pas avec la même chemise de fait. Allez. Bien, on a changé de timeline. Hein, voilà, il y a eu une petite ellipse. C'est pour ça, on a... T'as vu, en plus, désormais, il fait froid. On a ressorti la doudoune. Et on a pour le prochain show de ce vendredi 25 juin 2004, le Go Home Show avant notre pay-per-view, Monsieur Bill Goldberg. Bill Goldberg. Alors Bill Goldberg, il demande à nouveau à venir se balader backstage. Voilà. Il connaît personne, hein, mais bon, vas-y, passe un bon moment. Si ça peut nous permettre de recruter pour un match, même s'il va coûter cher, Bill Goldberg la légende, why not? Vraiment, why not? Autant essayer de le familiariser avec le lieu. Pour l'instant, il veut pas, il nous considère trop petit. Alors, je sais pas si ces visites inopinées peuvent aider, quoi que ce soit. Et le skipper m'amène backstage avec un angle d'idée pour lui. Ok, c'est rangé dans les idées créatives d'idées. Faut que je l'exploite, de ce fait. Merci beaucoup. Shark Boy, il fait des... Alors, Shark Boy, je réfléchissais à savoir est-ce qu'on poursuit l'aventure ou pas avec.
mais il apporte quand même beaucoup de bonne humeur et de bien-être à ce vestiaire. Je le remercie pour ça, merci beaucoup. Mais il est annoyed en ce moment, ça me fait un peu de la peine. Oh là, il y a eu de la hit backstage entre Jeff Jarrett et Christopher Daniels. Bon, ça n'a pas engendré quoi que ce soit. Un peu de tension entre Daniels et Jeff Jarrett. Bon, les responsabilités, tout ça, le locker room moral officer Christopher Daniels et Jeff Jarrett qui fait la tronche. Que voulez-vous? Jerry Lynn, il a fait un petit pré-show, il a travaillé sur les basiques et la safety avec 11 étudiants. Merci à lui. Fin des locker room incidents. Plutôt calme et je vais pas faire quoi que ce soit à part une blague. On va faire une blague. Allez, si je fais une blague, on fait une blague sur Disco Inferno, tiens. Il est où, Glenn Gilberti? Voilà. Glenn Disco, on fait une blague. Merde. Bah, elle a raté. Elle a ni donné ni d'effet positif ni négatif. On a fait une blague qui, bon... Je sais pas, imaginez une blague qu'on aurait pu faire à Disco Inferno. Ok, les résultats du précédent show. Donc, DDP a fait son arrivée du côté de TNA. DDP, il est venu sauver Jeff Hardy et Ron Killings, justement, pour un 3v3 que DDP, Jeff Hardy et Ron Killings ont remporté. Jeff Jarrett, il veut toujours pas prendre le pin. Jeff Jarrett, il ne voudra pas perdre le titre, hein, je pense, contre Jeff Hardy. Ça sera cependant notre main event du prochain pay-per-view, qui sera Slammiversary. On est parti, je m'occupe du booking. Il y a quelques petites surprises qui vont tomber. Encore une fois. Hop, allez, des trucs gauleries. Des trucs. Vous aimez rigoler? Bah, vous allez rigoler. Et on est prêt. Le prochain épisode de TNA Impact. 25 janvier 2004, nous sommes devant 2807 personnes au Eiffel Jack Gator Gymnasium en Floride, très certainement. Dans le pré-show de cet épisode de TNA Impact, Steve Corino va battre El Generico. Ça fait un match de 8 minutes 28, une victoire de Steve Corino, bien évidemment. Toujours l'idée de tester un petit peu de Generico. Steve Corino, pour l'instant, j'ai pas véritablement de plan, de projet, de programme à court terme. Mais j'ai cependant des petites idées post-Slammiversary. Donc ça sera pour l'épisode 4. Faudra quand même que je trouve un moyen de caser au moins un talent comme Steve Corino sur la carte de Slammiversary, mais ça sera probablement un match un peu filler. Corino remporte le match, bravo. On a un solide pré-show, je trouve, parce que là, pareil, on fait un 55 pour le match, un 4-way match avec Ron Killings. Alors c'est vrai que les Tree of Crew n'ont pas non plus de gros projets pour l'instant. P.T. Williams, Milano Collection 80 et Sonny Siaki, histoire d'équilibrer un petit peu les forces en présence. P.T. Williams, c'est toujours le moins bon, il fait un 36. Il y a du Sub-Power Wrestling, un peu de 8. C'est Ron Killings qui remporte le match logiquement, j'ai envie de dire. Et il fait le pin sur P.T. Williams. Milano, il n'a pas pris le pin. Milano, il fait un bon 52. Ça progresse, Milano Collection 80. C'est bien. C'est mieux que d'habitude. Il y a du bon travail. P.T. Williams, il fait son Cadet Destroyer, évidemment. C'est over. Très bien. Et enfin, on termine le pré-show avec un 3v3 qui aura son importance pour un peu plus tard. Descend catch, mais pas beaucoup de hits. La team AAA, Abismo Negro, Mr. Aguila et Hector Garza vont battre Johnny Swinger, Joey Legend et Samoa Joe en 9 minutes 40. Quand Hector Garza va faire le pin sur Johnny Swinger, ça aura une petite incidence ce match-là sur ce qui se passera un petit peu plus tard dans le show, où Bryan Danielson est advertisé pour affronter Disco Inferno. Voilà, ça me permettra de faire le petit match, de programmer un petit truc pour Slammiversary. Ok, on est parti, la carte principale, et évidemment, Jeremy Borash reçoit à son micro un certain monsieur Jeff Jarrett. Pardon, il reçoit pas Jeff Jarrett, il reçoit DDP. DDP, il fait son arrivée, évidemment, il est accueilli par des Vivas, il nous explique pourquoi il est présent du côté de TNA, il veut mettre fin au despotisme de Jeff Jarrett, et pour cela, ça passera par une victoire de Jeff Hardy, il s'en assurera ce week-end à Slammiversary. Donc Jeff Jarrett se pointe, évidemment, quelques noms d'oiseaux. Et bah si de ce fait, tu rejoins le roster parce que t'es bien pote avec Vince Russo, nous dit Jeff Jarrett, Dutch Mantel ordonne tout de suite un combat pour Diamond Dallas Page. Jeremy Borash, il underperform, DDP, il est super dans le script, impeccable, ça me fait un 67, c'est très costaud. Et derrière, DDP, il affronte Michael Shane. Un match décent, DDP va battre Michael Shane en 9 minutes 52 avec un Diamond Cutter, pas de grande surprise là-dessus. DDP, une ring performance à 69. Michael Shane fait un solide 50. Il y avait Shane Douglas aux abords du ring qui était là pour assister à tout ça, et Shane Douglas va être une petite clé dans voilà, le frein qu'il faudra donner à cet élan DDP de Jeff Hardy, puisque Shane Douglas, c'est un petit peu le larbin en quelque sorte de Jeff Jarrett. Ça fait un 68, donc c'est un bon match de catch pour le coup, pour ouvrir les hostilités, plutôt cool.
On a une grosse promo de Pfizer James Mitchell. À côté de lui, il y a CM Punk et Raven. Ce soir, devrais-je dire plutôt ce soir, dans le main event, CM Punk, Raven, Perry Saturn et Abyss vont faire face à Chris Harris, James Storm, Sabu et Terry Funk. Voilà, gros 4 contre 4. Match sans disqualification, un gros street fight pour se régler, pour faire avancer 2 programmes en un seul. Un bon 69, très bonne promo. CM Punk, il parle bien au micro. Raven, très très bien. Phaser Self-Official, très très bien. Bonne promo, excellent. Bryan Danielson contre Glenn Disco Gilberti, ça me fait un 62. Et pour de la mid-card, je trouve ça plutôt pas mal, du descent catch. Pas beaucoup de hits, cependant, Bryan Danielson va battre Disco Inferno suite à une intervention loupée de Samoa Joe. Samoa Joe, il voulait s'en prendre à Bryan Danielson, évidemment. Ça va set les choses pour Slammiversary. Danielson, il avait besoin de momentum, donc on lui en donne. Et Samoa Joe, backstage, va faire une promo. Alors la promo est pas ouf. Hein. La promo, elle fait qu'un 43. Après, vraiment, les éléments en promo sont pas les meilleurs. Même si apparemment Joey Swinger et Joey Legend performent plutôt pas trop mal. Ça fait perdre un peu de 8 au programme. Mais voilà, Disco Inferno, Joey Legend, Johnny Swinger et Samoa Joe vont s'unir tous les 4 pour faire face et terminer le programme contre la team AAA et Bryan Danielson. Parce qu'il faudra avancer vers autre chose. Et la team AAA, pas sûr que je les conserve après au mois de juillet. Hein, parce que là, les contrats normalement de prêt se terminent. Ils ont re-signé, hein, si je dis pas de bêtises, du côté de AAA. Donc je verrai si je peux les revoir. Sinon, bah, ils seront remplacés. On a de la profondeur de roster désormais. On pourra avancer vers autre chose. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant Samoa Joe et Bryan Danielson. Ok, on a un segment derrière très étonnant. Et d'ailleurs, l'idée de créatif de Jeremy Borash est un fail. Voilà, Jeremy Borash, au ring, il reçoit Scott D'Amore, Kid Cash et Dallas. Et il y a un gros statement qui est fait. Scott D'Amore, il dit, il n'y a plus rien qui va. On a été champion par équipe TNA. Plus personne respecte Kid Cash, qui est un vétéran de ce business, qui a été une grosse valeur de la ECW, etc. Dallas, qui est le futur heavyweight de cette compagnie. Enfin bref, on nous manque de respect. Et justement, parlons de manque de respect, ce soir, ils ont un match par équipe. Et leur premier adversaire, il était déjà sur le ring. Le mec, à peine présenté, pas de musique d'entrée, rien du tout. Un catcheur répondant au nom de Toruf Marius. Alors, c'est qui Toruf Marius? Alors, vraiment, c'est la question. Ils se disent, on n'est pas respecté. Qui c'est ce Toruf Marius, là, qu'on nous montre? Et Toruf Marius, il a juste répondu qu'il attend son partenaire, et son partenaire n'est nul autre que le Glacier. Voilà. Donc, on a une nouvelle équipe composée de Toruf Marius, qui est d'origine norvégienne, et le Glacier. Ensemble, ils représentent une équipe qui s'appelle Dødsfall. Voilà, ça veut dire fatalité en norvégien. Voilà, parce qu'on essaye de faire un petit truc un peu nordique. Et bien, dans un match terrible, c'est pas un bon match, hein, parce que là, il fait une note de 49, pas un bon match. Dødsfall, et ben, ils vont battre Dallas et Kid Cash de manière un peu gaulerie quand le Glacier va faire le pin sur Dallas. Là, il y avait un peu de storytelling dans le match, c'était un peu l'idée. Kid Cash était évidemment au-dessus de tout le monde. Toruf Marius, il est pas très bon, il fait qu'un 14. Ah bah, c'est un jobber, hein, c'est un jobber de base, mais il arrive, il a déjà une belle histoire et une équipe avec le Glacier. Et ils ont d'ailleurs aucune chemistry. Donc Dødsfall, je pense que ça va être écrit pour, voilà, un match. Et après, bah, peut-être plus rien, j'en sais rien, voilà. Je suis un peu triste qu'il n'y ait pas de chimie entre Toruf Marius. Vous savez qui c'est, Toruf Marius? C'est qui Toruf Marius? C'était pour faire la blague, mais ils n'ont aucune chemistry, donc de ce fait, je suis dégoûté. Il faudra que je lui trouve peut-être un autre coéquipier. Mais Dødsfall, voilà, ça va peut-être mourir dans l'œuf assez tôt, quel dommage. C'est qui Toruf Marius? Bon, ça fait un 49. C'était un petit programme léger comme ça. Je me suis dit, autant se marrer, hein, avec Eric Rowan. Ok, Monty Brown. Il a attaqué Jay Styles, alors que Jay Styles, il était censé faire son entrée. Il avait un match programmé contre, on ne saura jamais qui. Il s'est fait attaquer par Monty Brown, qui va le défoncer pendant tout son entrée. Voilà, il n'y a personne, il y a de la sécurité qui tente de se pointer, mais l'autre, il est incontrôlable et il passe carrément AJ Styles à travers la table des commentateurs. Donc, grosse attaque, Monty Brown et AJ Styles qui s'affronteront bien évidemment à Slammiversary, puisque c'est l'origin story. Et Monty Brown, il était vexé, il a perdu contre Amazing Red à cause d'AJ Styles la semaine dernière. On a un petit match, alors peut-être un peu plus filler, mais pour préparer bien sûr le combat entre Jerry Lynn et Christopher Daniels, le match de l'échelle prévu à Slammiversary pour le titre X-Division, et bien justement la X-Division team de Chris Sabin, Jerry Lynn et Amazing Red vont battre Christopher Daniels et X-Keeper et Loki dans un match de 9 minutes 31 qui me fait un bon 61, et Jerry Lynn a fait le pin sur Christopher Daniels avec le Cradle Pile Driver, histoire de donner de l'entrain, du momentum à Jerry Lynn avant son match de championnat.
Je suis content, ça fait un 61, ce qui est plutôt cool. Il y a des bonnes performances individuelles sur le match, même si, bon, Christopher Daniels reste le meilleur avec un solide 63. Amazing Red, Office Game, pas de bol. Enfin, avant le main event, on a backstage. DDP qui croise Jeff Hardy. Jeff Hardy remercie DDP pour son aide. Il n'y a pas de souci. L'ambiance, elle est très ok. Tu vois, il n'y a pas de... On vole les spots de qui que ce soit ou autre. Mais ils se font tous attaquer. Voilà, ils se font attaquer par Jeff Jarrett, Michael Shane, Frankie Kazarian et Shane Douglas backstage. Et Jeff Jarrett vient surtout passer un message. Et on comprend que Shane Douglas affrontera également DDP à Slammiversary pour empêcher toute intervention de DDP dans le combat de championnat de Jeff Jarrett. Voilà. Donc, petit programme 56, c'est pas le segment du siècle. Hein. Bon, la foule est très très chaude, mais vu le star power engagé, je suis un peu déçu de la note que ça a donné. Ça a même fait perdre de la hit au programme. Et enfin, le main event. Alors, il me fait qu'un 66. Je suis un peu déçu. Et ah merde, Terry Funk, il s'est tordu le ménisque. Ah merde, Terry Funk, merde. Sabu, il était Office Game aussi. Oh là là. On a fait un gros car crash, un gros 4 contre 4 en Street Fight, où le Ravensflock de Raven, Abyss, CM Punk et Perry Saturn ont battu Terry Funk, Sabu et l'America's Most Wanted. Raven a fait le pin sur Jamstorm après utiliser un objet illégal. Voilà, bon, que voulez-vous? Bah après, illégal, c'est légal quand même, puisque c'est un Street Fight. Tous les coups sont permis. Les performances, alors Raven fait un gros 80, lui il est très très fort, il est très très à l'aise dans ce genre de délire. Il y a quand même des bonnes notes, à part Sabu à Fist Game, CM Punk, Fence Mitchell, bon storytelling, grosse performance de Raven qui a beaucoup porté le match. Sabu, il a pris un gros bump dans le match, mais c'est Terry Funk qui s'est blessé. J'espère que c'est pas trop... Bon, Terry Funk, tord le ménisque, ça peut être chaud. Hein. Ça peut être complexe. Ah là, on n'est pas épargné par les blessures. Abyss, il a pris un crazy bump. Parce que voilà, il y avait 2 matchs au tag là, qui étaient tout désignés pour le pay-per-view. Et je pense qu'on va se retrouver avec juste Raven contre Sabu en 1v1 pour terminer le programme en fonction de la blessure de Terry Funk. Terminons le show. Bah ouais, Terry Funk, il s'est pété le ménisque. Voilà. Et ils sont pas contents parce que Perry Saturn, il a fait une mistake. Ah, c'est à cause de Perry Saturn que Terry Funk, il s'est blessé. Et le locker room fait la gueule à Perry Saturn. Oh non, vous avez pas pris soin de l'ancien. Perry Saturn. Eh, les yeux qui allaient dans le mauvais sens, Perry Saturn, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a trop vu CM Punk sur ce show. Bon, ça va, on a perdu de la popularité dans une région. Ah ouais, on fait qu'un 64. Oh, je suis déçu pour mon main event. J'étais sûr que j'allais passer le 70, là, vu qu'on était sur des bonnes séries avec Jeff Jarrett et Sabu. Quel dommage. Quel dommage. Ah, Injury Review. Ah, là. Oh, ah ouais. On peut l'opérer, Terry Funk. On peut l'opérer. Putain, 1 an. On a blessé Terry Funk pendant 1 an. Oh merde. Ah ouais, c'est une grave blessure. Oh là là. Non, mais le retour de Terry Funk. Mais vous étiez content avec le retour de Terry Funk, je suis sûr. Voilà, le chat. Il est où le chat? Putain. Oh, la guigne. La guigne. Hein. On a fait $20 000 de profit, ce qui est pas trop mal. Popularité recap, on a un petit peu chuté dans le South East, mais ça doit être des faibles pourcentages parce qu'on a progressé dans les Grands Lacs, Mid-Atlantique et dans la Tri-State. Ça, c'est plutôt pas trop mal. Ok, très bien. Et voilà, le juste avant Slammiversary, ça fait de la peine. On va aller voir hein, dans quel état de santé il est Terry Funk et si en l'opérant, on peut essayer d'écourter un petit peu la durée de l'absence. Mais bon, oh là là, j'étais tellement joie d'avoir Terry Funk. Que voulez-vous? On a blessé Terry Funk. Est-ce qu'on va faire une WWE? Est-ce qu'on va le virer? Est-ce qu'on va faire comme Ridge Holland? Voilà, et puis tu te débrouilleras. Voilà, Terry Funk, blessure. Normalement prévu pour 1 an. Alors attendez, équipe médicale. Vite! Toubib, c'est où les Toubib? Absence, Terry Funk, yes. Yes, on peut opérer Terry Funk. Surgery verbal, very low risk, click to perform. Alors, attention, je sors mes gants de Toubib. On va essayer d'opérer Terry Funk. Are you sure you wish to go ahead and have a surgery performed? Bon, ça peut empirer, mais il y a un faible level. Allez, on opère. Ah, ça va, c'est un succès. Terry Funk va revenir en action plus tôt. Les chirurgiens sont confiants. Ok. Donc il revient quand? Terry Funk, vous revenez quand? Le 13 avril. Ah ouais, on a juste gagné 2-3 mois, quoi. On n'a pas gagné énorme. Ok, bon, bah merci, Terry Funk. Voilà, bonne opéra. Bah, en plus, Terry Funk, les vieillis, quoi. Oh là là, j'étais tellement heureux d'avoir recruté Terry Funk. Vous avez pas idée. Vous avez pas idée. Quelle tristesse. Terry Funk qui est blessé. Ils sont blessés, Terry Funk. Perry Saturn, les gens vont faire la gueule. Oh là là.
0.18 le TV rating. On est redescendu, 140 000 viewers. Aïe, 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 aïe. Quelle tristesse! Alors qu'on a des DP! On a des DP et c'est... Rien qui va. Allez, le booking de Slammiversary. Je donne la nuit off à personne. Je veux tout le monde sur le pont. On sait pas, on se débrouillera. On vous mettra quelque part. On se débrouillera. Ok, où est-ce qu'on fait ça? On a 14 526 fans attendus. Oula, il faut une grosse venue, oula. La meilleure option, le AL Coleman Coliseum. Très bien. Allons là-bas. Je sais pas, en espérant que tout le monde rentre. Les broadcasters. Oh, putain, on va pas se planter. Cablevision. Use this voilà. Use. C'est sélectionné. Use this selection. Merci beaucoup. Are you sure? Yes. Yes. Cablevision. Pas faire de bêtises. Booking Team Meeting. On a combien à dépenser? 223 points. Ok. On est parti. On va regarder. On va essayer d'avoir un finish créatif. Voilà. Et il en faudrait quelques-uns des finishes créatifs. Big Gamble. On oublie. Alors, on oublie. Big Gamble, j'en veux pas. Finish créatif. Yes. Raven. Finish créatif. Near Certainty. Ah, je vais mettre un petit plus. Near Certainty, ça devrait fonctionner. Bon, Raven, comme ça, on a peut-être un finish créatif pour ce soir. Pour Slammiversary. Ok. Et enfin, un dernier, likely to succeed. Donc ça peut passer aussi. Et il n'y a pas de consigne sur qui on peut le foutre. Celui-là, je le prends aussi. Allez, on est bien. J'espère. J'en ai quelques-uns aussi de stockés que je pourrais utiliser. On va essayer de faire ça au mieux. Ok. Je peux encore dépenser de l'énergie? Non, j'ai moins de 40. Je peux plus. Locker Room Incident. Jerry Lynn. Ah, lui, ça va. Il a acheté à boire pour tout le monde. Bah, il reprend un petit peu le rôle de Terry Funk qui est blessé. Voilà, il a ramené à boire pour tout le monde. J'espère, il a offert une bière à Perry Saturn, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de conflits. Oh là, Loki, Frankie Kazarian, eux, ils s'entendent bien. Bon, bah, tant mieux, Bah, Loki, personnalité intense, Frankie Kazarian, Driven. Bah, écoute, s'ils s'entendent bien, Frankie Kazarian et Loki, moi, ça me va. Oh là, par contre, The Locker Room is abused after Shane Douglas et Frankie Kazarian. Oh là, ils ont dû être séparés, ils ont eu une grosse dispute. Alors, ils font partie du même clan. Bah enfin, Shane Douglas, l'agitateur, que voulez-vous? Oh, Frankie. Jerry Lynn, il a entraîné des étudiants. Merci à Jerry Lynn. Fin des incidents backstage. Je m'adresse au Locker Room. On va... Attendez. Call out. Ok. On va... Alors, attendez. Intervention. Stage an intervention with a specific worker. Beat their addiction, doing such a public manner backfire. Non, ça, on va pas faire ça. Mais je vais quand même parler... Ou alors, je fais un discours inspirant. Allez, discours inspirant. Ok. Voilà, maintenant, le Locker Room, il est fire up. Et il a hâte. Très bien. Bon, j'espère que ça c'est bien de ce qu'on a fait. Bien. Allez, on est parti. AL Coleman Coliseum. Vous êtes prêts? Est-ce que je suis prêt? Moi-même, je sais pas. C'est parti. TNA Slammiversary. Je ne sais pas vers quoi on s'engage, mais on s'y engage. On y va tout droit. On est le samedi 26 juin 2004. C'est votre pay-per-view main event de cet épisode numéro 3 avant de faire le bilan économique. On a tous un petit peu peur. Et dans le pré-show, dans un match qui a du D104, mais pas beaucoup de 8, X-Keeper et Loki de Triple X vont battre Simon Diamond et Sully Siaki en 8 minutes 20 quand X-Keeper va faire abandonner Simon Diamond. Pas pire, pas mieux, ça me fait un 57. C'est équilibré. Simon Diamond fait des bonnes perfs. Il va vraiment falloir que je pense à faire un truc avec Simon Diamond parce que c'est pas si déconnant en fait comme équipe de babyface, lui et Siaki. Siaki, il est un peu en dessous, mais Diamond, l'expérience, tu vois, ça aide un peu, ça carie. Derrière, on a une bataille royale. Et ouais, on a une bataille royale, un peu longue pour l'audience, visiblement. Après, je voulais pas la faire non plus en 10 minutes, je l'ai fait en 16. Ça, c'est long. Tu vois, vraiment, nous, 16 minutes, chez TNA, c'est complexe. Match de 16 minutes, les gens, c'est une bataille royale. Après, il y a 15 participants. Dans l'idée, celui qui va remporter cette bataille royale aura un title shot au titre de Conan. Non, au titre de Conan, c'est Conan qui gagne la bataille royale. Conan, il gagne la bataille royale. Il a un title shot au championnat NWA pour le prochain épisode. Donc, championnat NWA détenu par Jeff Jarrett. Voilà, c'est pour faire un filler pour l'épisode numéro 4, vous vous en doutez bien. Et histoire de défendre le championnat NWA, vu qu'on peut le défendre, qui est un titre différent du championnat TNA qu'on a créé. Ordre des éliminations, El Generico le premier, ensuite P.T. Williams, Taurus Marius, c'est qui Taurus Marius? Il était éliminé.
Dallas, Chris Sabin, Michael Shane, Ron Killings, Frankie Kazarian, Le Glacier, BG James, Amazing Red, Abyss, Kid Cash et enfin Steve Corino. Steve Corino qui a été le dernier éliminé face à Conan. Ok, this is ok, ça me fait un 58, c'est bien, mais un peu long de ce fait pour l'audience. La carte principale, on commence directement avec un gigantesque banger, les amis. Vous avez vu cette note? Allez, je me suis dit, autant, vu qu'on a quand même pas mal de stipus sur la rencontre, il va y avoir un ladder match, Jeff Hardy contre Jeff Jarrett, je vais faire ça en TLC. Voilà, j'aurais dû hyper un peu plus le TLC en weekly, mais histoire de mettre un peu de prestige, j'ai fait un TLC, c'est un peu la stipulation phare de Jeff Hardy. Raven contre Sabu, dans un match hardcore, des centres-actions de la part du public. Raven va battre Sabu en 15 minutes 25 par pinfall après Leven Flow DDT. Abyss est venu attaquer Sabu. J'ai pas fait prendre de gros bumps à Sabu pour terminer le programme. Creative finish pour Raven qui a plutôt bien marché. La storyline s'arrête ici, puisque de ce fait, je peux plus intégrer le pauvre Terry Funk. Mais c'est pas grave, on va amener Raven vers d'autres programmes. Sabu, j'ai une idée aussi de où je peux l'amener. Ça me fait un 82, c'est un excellent match. Même si pour l'instant la foule est un peu... ouais, Sabu il a pas gagné, ok. 82, et quoi qu'il en soit c'est excellent, c'est peut-être un des meilleurs matchs qu'on ait fait depuis le début. DDP, il fait une petite pro backstage avant son match contre Shane Douglas. Hein, voilà, parce que DDP, si on lui met Shane Douglas dans les pattes, c'est pour pas qu'il intervienne dans le main event entre Jeff Jarrett et Jeff Hardy, lui qui veut s'assurer qu'il y ait la fin du despotisme de Jeff Jarrett. Shane Douglas va perdre le match, hein, derrière. Bon, ça fait un 75 la première fois, mais Shane Douglas derrière il perd. Malgré les interventions de Frankie Kazarian, de Michael Shane, c'est bon, DDP, Diamond Cutter, il a surpoussé tout le monde. Comme ça, les gens, ils sont contents. Tu vois, la foule, elle est out and rising. Là, on fait gagner le babyface. Les gens, ils aiment bien DDP, qui fait du bon taf. Ça fait 66. Descend catch, bonne 8, impeccable. Derrière, le 4 contre 4. Alors, je suis assez content, agréablement surpris de ce 4 contre 4 qu'on fasse un 62. Il n'y a pas beaucoup de 8, mais il y a du descend catch. Et bien, l'équipe de Samoa Joe, Joey Legend, Glenn Duberty et Johnny Swinger vont battre l'équipe de Bryan Danielson, Abismo Negro et la team AAA. Bon, la team AAA, de ce fait, il y a Negro, ils l'ont pas mis avec. Ok. Samoa Joe, il a soumis Bryan Danielson à la fin avec la coquina clutch. Ça arrivait un petit peu out of nowhere puisque le match, il a duré 6 minutes 42, tu vois, c'était beaucoup de spots. Grosse victoire à la fin de Samoa Joe qui termine de ce fait son programme vis-à-vis de Bryan Danielson. Je vais l'amener vers autre chose, Danielson aussi. Et vous allez le voir même très très vite. Hein. Samoa Joe, il va déjà avoir un autre rôle sur ce show. AJ Styles contre Monty Brown. Eh ben, le match me fait un excellent 74. Donc ça, je suis très content parce que c'est une grosse perf pour l'ami Monty Brown. Le finish créatif qu'on avait stocké pour AJ Styles a bien fonctionné. On fait avancer le programme qui gagne de la hit. Et AJ Styles, il gagne le match clean. Voilà, AJ clean. Il a battu Monty Brown. Bravo. Parce que Monty Brown, bon, il pense être prêt, mais il n'est pas encore totalement prêt. Mais il y a un aftermatch. Et dans l'aftermatch, c'est Samoa Joe, justement, qui revient, qui débarque, Samoa Joe, pour attaquer AJ Styles. Et une alliance se tease entre lui et Monty Brown. L'alliance des monstres, là, totalement incontrôlable. AJ Styles, de ce fait, il a 2 mecs sur lui. Et il va falloir attendre l'épisode 4 pour qu'il ait un peu de backup. Je suis désolé, comme ça fait poursuivre le programme, je voulais pas l'arrêter là. Monty Brown et AJ Styles, c'est une manière un petit peu de garder les gens hors de la title picture, et puis d'y amener progressivement un Samoa Joe qui peut être un atout, je pense, majeur. Il va falloir gagner en popularité côté Samoa Joe, qu'on m'a reproché déjà d'avoir trop utilisé sur ce show. Mais bon, allez, il faut un petit peu forcer le destin, la foule est chaude, ça c'est bien. Christopher Daniels contre Jerry Lynn pour le championnat X-Division. Alors là, on fait un excellent 73. Pour l'instant, les notes de match sont très qualitatives, d'un match décent. Chris Daniels va battre Jerry Lynn. Il n'y a pas eu d'intervention ringside. Beaucoup de high spot pendant ce combat. C'était un excellent match, je pense. Creative finish utilisé, qui est un succès en plus de ça. Jerry Lynn, il a pris un petit bump pour le business à la fin. Et victoire de Christopher Daniels qui fait un bon 68. Jerry Lynn 56. Mais regardez quand même le 73 de segment rating. C'est excellent. Daniels poursuit sa suprématie pour le championnat X-Division. Le programme s'arrête ici. Puisque on va amener de nouveaux challengers pour Christopher Daniels et Jerry Lynn. J'ai d'autres idées pour l'utiliser à l'avenir. Raven Death Squad contre America's Most Wanted. Alors il faut un petit peu équilibrer hein, sur les victoires heel babyface. Et ben les babyface vont remporter la victoire dans ce match de table. Un match de table. Voilà, il y a des tables, il y a des chaises, il y a des échelles ce soir à Slammiversary. On s'amuse. Et ben les America's Most Wanted sont devenus les nouveaux champion par équipe, parce que là aussi, je voudrais amener CM Punk, peut-être Perry Saturn aussi, vers d'autres choses. Finish créatif proposé par Chris Harris qui a très très bien fonctionné. On a des très très bonnes notes attribuées à ce combat. Ça me fait qu'un 63, mais c'est histoire un petit peu de
détendre les gens, même si j'ai pas mis un Calm the Crowd, histoire un peu de détendre les gens avant le main event. Et justement, juste avant le main event, on a DDP qui nous fait une grosse promo backstage. Voilà, grosse interview où il est en compagnie de BG James, Conan et Ron Killings. Il s'est trouvé du backup pour venir soutenir Jeff Hardy ce soir. Donc il n'y aura pas Dutch Mantel, etc. Vous pouvez préparer tout ce que tu veux là. Jeff Jarrett et la new franchise. Ce soir, on est là pour assurer les arrières de Jeff Hardy, pour s'assurer que tout soit fair. Conan, il fait une très très bonne promo, il masterful job improvisation, très très bien. Et le main event de ce fait me fait un 75, donc c'est très bien, c'est très ok. Bon, on va pas mettre Raven et Sabu en main event, hein, bien sûr, mais c'est très ok, c'est pas le meilleur de ce fait match de la soirée, mais 75, c'est véritablement ce que je visais. Match qui a du très bon catch, une bonne hit. Et ben Jeff Jarrett, bien évidemment, puisqu'il a le contrôle créatif, il va pas vouloir perdre ce match. Il bat Jeff Hardy dans ce TLC Ladder Match en récupérant la ceinture tout en haut de l'échelle. Le match était un car crash, évidemment, beaucoup de grosses manœuvres dangereuses pendant ce combat. Heureusement, personne ne s'est blessé. Et malheureusement, Shane Douglas, il a réussi à se faufiler à la fin pour donner la victoire à Jeff Hardy. Jeff Jarrett fait sa seconde défense du championnat TNA World avec succès. J'ai malheureusement pas pu compenser le fait qu'il y avait toute cette armée de babyface pour les gens. La foule est restée chaude cependant. Je peux comprendre que ça soit un peu décevant. Maintenant, vous vous doutez bien qu'on va garder le programme. Voilà, on va le garder et on va essayer d'y intégrer DDP à un moment donné pour voir si Jeff Jarrett, il veut bien dropper le titre pour quelqu'un. Vous avez compris. Aussi, l'intérêt d'avoir recruté DDP, c'est pour avoir un mec un peu plus over que Jeff Jarrett pour essayer de tourner un peu le titre. Voilà, je suis désolé, ça sera pas Jeff Hardy le programme, même si le projet, même si ça me paraissait quand même beaucoup plus adéquat. Fin du show qui me fait un overall rating de 75. On a amélioré notre popularité dans 11 régions, ça c'est super bien. Et on va avoir, je pense, les notes, les retours. Alors là, il y a des gens à qui je vais faire des bonnes consignes. On va donner des encouragements à plein de gens. Qui ont fait des super perfs, dont notamment Sabu. Sabu, qui nous fait un immense match. Sabu, merci beaucoup. Samoa Joe, on va l'encourager aussi, parce que Samoa Joe, on veut le mettre un petit peu en orbite. Et qui a fait des grosses perfs aussi, qui a été plutôt bon. Il y avait Simon Diamond qui n'a pas été mauvais dans le pré-show, mais je sais pas si je vais féliciter Simon Diamond. Qu'est-ce qu'on avait de plutôt cool? Écoute, je vais la donner à Christopher Daniels, qui a porté le match de l'échelle. Merci à lui, on envoie des encouragements à tout le monde. Sabu, il est content, Samoa Joe, il est content, Christopher Daniels, il est content. Voilà, Financial Report. On a récupéré sur juste cet événement-là 332 000 $. Je ne sais plus combien on avait récupéré au précédent, mais je pense que là, sur un point de vue bilan financier, c'est très très bon. C'est très très bon. Pay-per-view revenu 118 000. On est d'accord, c'est plutôt très très cool. Ticket sales 255 000. C'est très très positif. Popularité recap, regardez, on a gagné de la popularité dans des endroits où on n'est pas forcément les plus à l'aise, dont notamment le Southwest, Northwest, New England, Midwest, très très bien. C'est une bonne opération globalement. Et on a le Media Scrum, on va répondre aux questions des journalistes. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent les journalistes? Comment je vais utiliser ma nouvelle signature, à savoir le glacier? Le glacier, je sais pas comment je vais utiliser le glacier, je l'ai pris pour la blague. Lui et Eric Rowan, ils sont venus juste pour la blague, parce que j'ai des gros plans, on va voir comment ça fonctionne. À l'oreille, on verra à l'oreille. Les gens ont dit que Tammy Blessery était un succès, et je trouve que c'est un grand succès justement, et nous, tout notre roster peut en être très très fier. Comment vous allez gérer votre recrutement avec Diamond Dallas Page? Alors là par contre, là on va pas y aller à l'oreille, là on a des gros espoirs pour lui, et il va avoir un push, bien sûr. Ça a fait plaisir à DDP. Et Jeff Jarrett n'est pas heureux de cette réponse. Ah merde, le contrôle créatif de Jeff Jarrett, il va nous casser les couilles. Oh là, AJ Styles non plus. Raven non plus. Ah là, les stars établies, ils voient pas d'un bon oeil l'arrivée de DDP. Oh, j'ai peut-être pas été bon. Oh là. Tiennet, vous avez une star majeure en dessous des 30 ans. Est-ce que vous ne semblez pas être... pour préparer l'avenir? Ah ouais, avec les stars qui vont prendre... On a plein de talents, on est en train de développer toute une nouvelle génération de talents frais. Donc voilà, on va mettre ça. Samoa Joe était off his game ce soir. Est-ce que vous êtes déçu de sa performance? Oh, attendez. Je suis sûr, c'est juste une soirée off pour Samoa Joe. Ouais, il n'a pas été trop mauvais en plus sur ses perfs, Samoa Joe. Le 4v4 était ok. C'était ok. Ok.
Ah ouais, les grosses stars de TNA, 38 ans, on me repose la question. 38 ans, alors c'est pas très vieux pour le catch professionnel. On est en 2004. On est en 2004. Et le Sturi de 2004, et même le Sturi que vous avez connu à l'époque sur les 3 CFM de 2016-2017, il parlait déjà du roster vieillissant de WWE avec des moyennes d'âge à 36-37 ans. Là, si j'arrive en 2004 et que je dis 38, bon, alors quand on compare à aujourd'hui, en 2025, quand il y a des gens maintenant d'entre 40 et 45 ans là, qui performent super bien à n'importe quel niveau, sur n'importe quelle scène, en effet, c'est peut-être pas si grave. 38, perçu pour l'époque, ça peut paraître vieux. Eh ben écoute, des nouvelles stars vont être créées, c'est la nature de ce business. Je vais faire une réponse un petit peu, voilà, un peu tranquille, et c'est la fin du Media Scrum. Mais je me suis mis des gens à dos, là. Quand j'ai dit push pour DDP, les gens, ils ont fait oh là, oh là, oh là. Jarrett, c'est pas content. Jarrett, Raven, AJ Styles, pas content. Jeff Hardy, il a rien dit. Jeff Hardy, mec cool. Alors qu'on a le profil de Natsuki Taiyo, qui catch du côté de All Japan Women, qui a pas des mauvaises stats. Pas des mauvaises stats. Cette dame a pas des mauvaises stats. Alors, 14 190 fans hier quand même au Hale Coleman Coliseum. Les feedbacks sont plutôt bons. Alors là, je pense même qu'ils sont excellents. Hein. Ok. On a fait donc 0.18, ça on avait déjà vu. Oh là, TNA Slammiversary a gagné en importance. Désormais, le show est un petit peu above average event. Ça, c'est plutôt cool. Parce que de ce fait, l'événement sera plus attendu pour les années à venir. Tant mieux. On a fait 69 000 viewers en pay-per-view. Ça, c'est plutôt très très cool. Buy rate, de ce fait, 69 000 buy. C'est pour ça qu'on a fait autant d'argent. Bah, tant mieux pour l'argent. Hein. On est en train de se rapprocher petit à petit des 100 000. Et selon Steve Corino, Bryan Danielson est charismatique, c'est une future star. Alors, même s'il est sorti d'une défaite contre Samoa Joe, on va évidemment pas rater le projet Bryan Danielson. Je crois qu'il devient bon. Avec le temps, je sais pas. Je pose la question, mais je crois que Bryan Danielson... voilà, il y a peut-être des possibilités que ça devienne un bon catcheur. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la... Oh, la Noah, ils ont fait un gros show. Ouais, Kenta Kobashi contre Takeshi Rikyo dans le main event. Takeshi Rikyo, j'en profite, je fais un petit shout-out parce que c'est un monsieur que j'ai eu l'honneur de rencontrer backstage en 2007 lorsqu'il était venu à l'époque du côté de Japan Expo avec quelques catcheurs de la Noah, donc, dont un catcheur qui s'appelle Ipei Ota, qui n'a pas eu une longue carrière. Mais Takeshi Rikyo, qui est un monsieur qui vient du Sumotori, qui a été champion GHC Heavyweight de Pro Wrestling Noah. Catcheur, je trouve, très sous-coté. Qui a pas eu une longue carrière, malheureusement, mais que je trouve vraiment très très intéressant dans le ring. Et évidemment, clasher avec des Kenta Kobashi, tout ça, c'est plutôt cool. Misawa aussi, il a fait un gros match, ok. Joshin Thunder Liger, bah oui, mais là, vous avez des noms. Vous me dites, là, pour le championnat junior de Noah, il y a du Joshin Thunder Liger contre Marufuji, contre Ogawa, contre Dragon Kid. Évidemment, vous m'envoyez du rêve. Kenta a battu Shaina et Magnum Tokyo. Ah ouais, Shaina à la Noah. Shaina à la Noah. Takeshi Morishima, Bison Smith certainement, et Morgan, je ne sais pas quel Morgan c'est. Donovan Morgan, écoute. Ils ont battu Haruka Eigen, Masao Inoue, très très fort aussi lui. Takuma Sano, très bien. Ok, voilà, je regarde un petit peu la Noah. La Noah de 2004, hein, la Noah de 2004, en vrai, ça rigole pas. Voilà, il y a eu Judgment Day. Alors, mais non, c'est le... Non, Junction Day. Putain, à chaque fois, je me fais avoir par le show de Gaia Girls. Ok. Avec Aja Kong et Toshio Yamada en main event qui battent Shigusa Nagayo et Manami Toyota. Et ça fait qu'un 61, ça? Oh là là, les noms qui m'envoient un rêve de zinzin. Sur les Gaia Girls, hein, c'était quand même aussi quelque chose. Hein. Ok, Wildside NWA Wildside TV, alors je sais pas ce qui s'est passé. Le Texas Death Club ont battu les God Squad, bravo, pour conserver les championnats par équipe. Impeccable. Il y a eu le King of Deathmatch 2004, alors qu'est-ce qui se passe? Chris Hero a battu Corporal Robinson pour conserver le IWA Mid-South King of the Deathmatch, parce qu'il fait des Deathmatch Chris Hero maintenant. Ah ouais. Il a avant ça battu le Wife Beater. Alors c'était un tournoi évidemment, là je vois il bat JC Bailey, paix à son âme, hein, JC Bailey. Ok, très bien. Des matchs hardcore, hein, voilà. Il fait du hardcore, lui. Lui, il fait du hardcore. C'est un mec CZ aussi, hein, historiquement, Chris Hero. Ok, très bien. Eh ben, écoute, j'avance gentiment vers la fin de mon mois. On fait le bilan économique et on se dit à très bientôt. Bon bah écoute, j'ai fait une ellipse très très courte de ce fait, puisqu'il y a le lendemain, on a eu les résultats du Great American Bash de WWE. Ça, je sais que ça vous intéresse. L'Undertaker a battu Mysterio dans le main event, ça a fait une note de 99. Alors ça devait être un meilleur Great American Bash que le 2004.
IRL, hein, où c'était l'Undertaker contre les Dudley Boys. On est d'accord que c'est mieux. Par contre, voilà, semi-main event, Diesel, parce que Kevin Nash, il est revenu en Diesel du côté de WWE. Fait équipe avec Hardcore Holly, ils ont battu le Squadron, The Squadron, de Booker T et du Big Show. Big Show et Booker T, ils font une équipe. Ah d'accord. Kurt Angle, il a battu Billy Gunn. Oui, c'était un pay-per-view exclusif à la branche bleue, à SmackDown. JBL, il a battu Scotty 2OT. Bah, il a de ce fait... Non, c'était à Judgment Day que Mordecai, il avait affronté Scotty 2OT. Il a jamais débuté de ce fait, Mordecai. Il est pas là, Mordecai. Quelle tristesse. Ultimo Dragon a battu Akio Spike Dudley dans un ladder match pour rester champion Cruiserweight. Très bien. Billy Kidman a battu Barjin Track. Super le pay-per-view. Chavo Guerrero et les Dudley Boys ont battu Shannon Moore et Pearl Slam. Pearl Slam? Qui est Pearl Slam? Pearl Slam, c'est Rico Constantino et Paul London? D'accord. Visiblement. Ok. Ok, très bien. Ok. Des équipes improbables. Sable a battu Don Marie dans un match en cage. Qui a fait un 49. Hein, c'était pas fou, bien sûr. Non, là, puis là, le gros promo package hein, pour hyper le Kurt Angle Billy Gunn qui fait un gros 85. Hein. Kurt Angle Billy Gunn, programme très très hot à la WWE. Ok. C'était un peu amusant. Oui, c'est un peu rigolo. Oh, New Japan, qu'est-ce qui s'est passé chez New Japan? Ils sont moins bons, New Japan, je trouve, que nos bons copains du côté de Pro Wrestling Noah. C'est pas les mêmes notes. Yuji Nagata, Shono et Norton ont battu Genichiro Tenryu, Mike Barton et Takashi Iizuka. Iizuka. Great Sasuke et Hit ont battu Gedo et Jado. Ah, Gedo et Jado. Oh non, oh quelle tristesse. Bon, c'était pas un show aussi important que celui de la Noah. La Noah, ils ont eu un gros show. Bah j'avance, on est au 28 juin, donc on arrive là au 30. On arrive au 30, bilan économique. Allez, le bilan économique justement, nous y sommes au jeudi 1er juillet 2004. Et comme on est à la moitié de l'année, on a déjà des petits bilans sur qui sont les superstars de l'année, les catcheurs de l'année, sur les 6 premiers mois de cette année 2004. Pour l'instant, Shawn Michaels est considéré comme le meilleur catcheur de l'année. En même temps, vu les perfs et les matchs auxquels il prend part, je ne suis pas étonné. La compagnie de l'année jusqu'à présent, c'est WWE. Après, ils sont un peu cheatés, hein, ils sont très très devant tout le monde. La catcheuse de l'année, c'est... C'est qui celle-là? The Bruisers? La moitié des Bruisers? Ok. Ah ouais, Female Tag Team de l'année, Bruisers, ok. Donc, Misae Genki et Yoshiko Tamura. Donc c'est la Tag Team de l'année, Female Tag Team de l'année. Il n'y a pas la Female Wrestler de l'année. Si, Female Young Wrestler, ok. Male Tag Team de l'année. Bah, vas-y. L'équipe de John Cena et de Bob Holly. C'est l'équipe de l'année jusqu'à présent. Très étonnant. Le match de l'année jusqu'à présent, c'est Shawn Michaels contre William Regal. Bah, ça fait un 100 en même temps. Ça a fait un 100. On l'a vécu, ce truc. On l'a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Bad Blood est l'événement de l'année jusqu'à présent. Très bien. Bravo WWE. Ils sont partout. Ils chopent tout. La jeune catcheuse de l'année. Oh, ça c'est une belle information. Ayako Hamada, la catcheuse d'origine mexicaine, japano-mexicaine. Bravo à elle. Jeune catcheur de l'année, Randy Orton. 2004, Randy Orton, jeune catcheur de l'année. Female Veteran of the Year. Eh ben, c'est cette bonne vieille Chigusa Nagayo. Voilà, bravo Chigusa. Le catcheur vétéran de l'année, c'est Ric Flair. Ah, la catcheuse de l'année jusqu'à présent, c'est Trish Stratus. Ah ouais, bah, j'ai pas vu ses notes. Je sais pas si c'est bien. Catcheur indépendant de l'année. Scott Norton. Quoi? Scott Norton, le catcheur indépendant de l'année? D'accord, ok. Christy Emi, elle arrive à la WWE, les Graduates, ok, ça c'est d'autres informations. Il y a Go Shiozaki, oh, qui signe de ce fait pour la Noah. Alors lui, il arrive de ce fait, il est Young Lion en quelque sorte. Ça, c'est pas mal. La Ring of Honor va avoir un nouveau look. Ok. Ah, et après l'incident Rob Feinstein, ils sont en train de changer pas mal de trucs. Rebound Company, bien évidemment. Koji Kanemoto s'est blessé, Randy Savage s'est retiré, Hiroshi Tanahashi s'est disputé dans l'histoire de la Zero One. Ah ouais. Ça, de ce fait, s'il a la Zero One, il n'y a pas moyen de l'emprunter, Hiroshi Tanahashi. Il peut pas venir faire un petit coucou? Tana, un coucou Tana? Coucou Tana. Peut-être un coucou Tana. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information? On a fait des house shows. Ouais, on n'a pas beaucoup d'argent sur les house shows, mais vous me direz si ça vaut le coup de garder les house shows dans les régions où on est moins populaire. Est-ce que ça aide un petit peu la popularité à gagner là-bas? Je ne sais pas. Amazing Red, je lui ai demandé de faire un petit peu de taf là sur son physique. Il est passé de skinny à toned, en espérant que ça l'aide. Mister Aguila, Hector Garza et désormais Abismo, ils ont quitté de ce fait la TNA. Ils ont terminé leur emprunt, donc je ne les ai plus pour le moment. Je vais voir si ça peut se renégocier à l'avenir. Notamment Hector Garza, enfin Mister Aguila, il a eu des bonnes perfs aussi, hein, ça n'a pas été si mal. Maintenant, bon, on va essayer. On a fait un petit programme avec eux, avec Samoa Joe. On va essayer de les amener peut-être vers autre chose par la suite.
Allez, le bilan économique du mois, on est parti. Les finances, qu'est-ce qu'on a perdu comme argent? Bah non, on n'a pas perdu d'argent puisque ça y est, on peut le dire, au 3e épisode, nous sommes bénéficiaires. 73 000 $. Et je vais pas vous mentir, ce qui a vraiment, vraiment beaucoup aidé dans cette affaire, bah c'est l'argent en pay-per-view. Hein. C'est le pay-per-view revenue qui a beaucoup aidé. Le ticket sales a beaucoup aidé aussi puisqu'on est passé, tu vois, d'un bond de 315 000 à 414 000. Le worker cost, il s'est légèrement réduit parce qu'on a changé les contrats, notamment de Sabu et de D'Lo Brown, ça a aidé aussi. Bon, on a quand même fait quelques petits recrutements à côté. Au niveau des sponsors, ça progresse un petit peu. Le broadcast revenue est un peu meilleur. Le merchandising s'améliore aussi parce que là, c'est 10 000 balles, on va pas se mentir, ils sont bons à prendre. Ok, non, en vrai, c'est plutôt pas mal. Le marketing, on a mis un peu plus d'argent, un peu plus de budget, un peu moins de taxes. On a un peu moins payé les gens là qui font la gueule, parce que bon, on va revoir avant de revenir un petit peu voilà sur ça. Les gens qui font la gueule, tu vois, Raven. Ah ouais, maintenant, ça y est. Là, maintenant, il y a donc Raven, Morals Issues. Il y a Raven désormais, enfin Jeff Jarrett, Morals Issues. Raven, minor Morals Issues par rapport à ce que j'ai dit sur Jeff Hardy, sur DDP. Shark Balls, Morals Issues. Terry Taylor, bon, ça, eux, c'est toujours pareil. Vince Russo, Morals Issues. Le papa de Jarrett. Morals Issues, ok. S'il veut. Bah, pourquoi pas. Il va falloir aussi que j'utilise mes angles. Voilà, j'ai des angles qui arrivent bientôt à expiration. Une idée d'angle de Jeff Jarrett, une idée d'angle d'Elix Skipper. Il va falloir que je travaille ça. Et ça va être surtout le gros point, le gros axe de travail, les amis, avant de faire le point sur les autres trucs, c'est les storylines. Parce que là, désormais, je n'en ai plus que 4. J'en ai plus que 4. Alors celle-là, elle pue un peu la merde. Elle est déjà considérée hot, mais va peut-être falloir la revoir ailleurs, puisque Glacier et Toruf Marus, ils n'ont pas une bonne chimie. AJ Styles, Monty Brown, ça c'est extremely hot, c'est à 71, donc il va falloir faire avancer le bousin. Diamond Dallas Page et Shane Douglas, c'est extremely hot, donc tant mieux. Jeff Hardy, le programme n'est pas fini avec Jeff Jarrett. Le programme n'est pas terminé, on va probablement poursuivre ça jusqu'au prochain pay-per-view et y amener TDP, pour qui je vais terminer le programme avec Shane Douglas, je pense, incessamment sous peu. Voilà, ça va pas être, c'est un court programme que j'ai fait entre DDP et Shane Douglas, on va pas non plus le laisser 10 ans. Côté créatif, franchise player évidemment DDP et Jeff Jarrett. Next Big Thing, ça ne bouge pas véritablement. Voilà, là on a toujours à peu près la même chose. Les Hot Prospects, c'est toujours pareil. Generico, attention, qu'il va falloir surveiller. On va préparer son avenir à ce jeune homme. Raven, incroyable au micro, merci à lui. Showstoppers, ça ne bouge pas. Les généraux du ring, ça ne bouge pas. C'est sûr, c'est sur les momentum où je suis plutôt curieux. Jeff Jarrett, gros momentum. AJ Styles, Chris Harris, Raven et Monty Brown. Qui n'a plus de momentum? Eh ben personne. Pour l'instant, on n'a personne. Hayden James, est-ce qu'on a des gens à les recruter? Il n'y a pas de nouvelles entrées. C'est toujours les mêmes noms qu'on nous propose, dont Ellen Knight, Sean Ricker. Yeah. Voilà. Est-ce qu'on recrutera Ellen Knight? Je ne sais pas. Ok. Est-ce qu'on peut aller regarder la size? Est-ce qu'on peut un peu regarder les avancées sur la size? Attention, je ne m'y perds pas. Size, elle est ici. Voilà. Size. Track progress. On a de se fait légèrement progresser, tu vois, dans certaines régions, donc ça, c'est plutôt cool. Le South East est passé de se faire à 65. Hein, on a quand même pris le truc à 63. On a pris des 3 points, tout ça. Alors ça avance, c'est bien. C'est quand même un peu timide par rapport aux objectifs colossaux que nous a fixés Dixie Carter pour les 2 prochaines années. Il va falloir mettre un petit peu d'huile de coude, mais je pense que ça peut être une avancée. Allez, faut espérer pour que ça soit un peu exponentiel cette affaire. Si ça peut nous aider à vraiment atteindre un pic, allons-y, atteignons un pic. Ce que je vais faire aussi de mon côté, je vais regarder un petit peu comment les catcheurs ont progressé en termes de statistiques sur le mois écoulé, pour voir s'il y a des gens qui ont un petit peu avancé pour essayer de créer les meilleurs mixtes. Et s'assurer aussi d'avoir des nouveaux programmes plutôt hot. Il y a D'Lo Brown qu'on va faire revenir, parce que D'Lo Brown, je l'avais un peu write-off de ce fait sur le mois dernier. Ça va, il a pas fait la gueule, D'Lo Brown. Je l'avais un peu write-off sans lui donner des nuits off suite à sa défaite contre Monty Brown. Il va venir épauler AJ Styles dans le programme contre désormais Samoa Joe et Monty, que je vais faire évoluer. Je vais faire évoluer la storyline pour vraiment occuper ces gens un petit peu plus bas dans la carte. CM Punk, on va lui trouver un nouveau programme, peut-être en 1v1. Je vais peut-être mettre Perry Saturn un petit peu de côté, je verrai bien. Mais globalement, encore une fois, je tiens à le dire, merci à tous pour votre soutien, pour votre force insufflée. Je tiens encore une fois à m'excuser parce que j'ai pris quand même pas mal de temps pour sortir cet épisode et il y a eu un petit gap entre le 2 et le 3. Malheureusement, un peu moins de temps pour moi pour pouvoir poursuivre l'enregistrement de ces épisodes. Ils sont toujours un peu longs. C'est pas pour autant que la motivation n'est plus là. On va continuer de faire vivre cet épisode. Merci en tout cas, ça encore, je le précise, pour tous les chouettes feedbacks que vous m'avez fait
jusqu'à présent. Tous vos conseils, tout votre backseat, tout ce que vous avez qui peut aider justement la série à step up, à continuer de grandir, tout est bien évidemment le bienvenu. Merci encore à tous pour le nombre de vues aussi qui dépasse aussi tout ce que j'avais pu espérer. Et aussi le secret, c'est de mettre un maximum de pouces bleus aussi à ces vidéos. Vous le savez, je le dis à la toute fin, quand les gens se sont barrés. Je le dis pas au début, je devrais le dire au début pour qu'il y ait le réflexe. Mais ce serait cool qu'on ait toujours, tu vois, un bon référencement pour ces épisodes de TEW. Je suis très content en tout cas de reprendre cette série. Merci à tous et restez forts. Bon mois de novembre à tous, c'était Sturi. Ciao de Type Bye Bye.